Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode à l'aube des playoffs. Ça y est, la saison régulière est finie et on va en parler avec moi, Constant. D'abord, comment ça va? Ça va très bien, effectivement, la saison régulière est terminée. On a bien mangé pendant 6 mois, puisque le Thunder a littéralement envoyé un des 5 meilleurs bilans de tous les temps sur une saison régulière. Donc effectivement, la saison régulière a été très agréable à suivre. Mais bon, c'est une saison régulière historique qu'on verra peut-être jamais en tant que fan d'OKC, peut-être même qu'on ne verra jamais en tant que fan NBA tout court. Mais ça annonce surtout le fait que les choses sérieuses débutent à partir de maintenant. Donc, content que cette saison régulière se termine parce que, pour citer les Molchés, à partir de là que les choses sérieuses débutent. Ouais, c'est maintenant. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Comme diraient des grands poètes. Et avec nous pour en parler de cette saison, Charles Elie, comment ça va? Bah ça va, ça peut que aller, hein. Comme l'a dit Constant, voilà, on s'est vraiment fait plaisir à regarder le Thunder pendant 82 matchs. Maintenant, comme il l'a dit aussi, tout se joue maintenant, hein. Les attentes sont évidemment très hautes avec un bilan aussi haut. Donc voilà, il nous reste une petite semaine avant de savoir qui est-ce qu'on va affronter et le premier match de cette série de cette première série de playoffs. Donc on a très hâte et on espère que ça va aller pour nous et pour les gars. Premier match dimanche, on verra contre qui, on aura le temps de faire, des previews, voilà, on se mettra en mode 100 playoff. Aujourd'hui, on va pas beaucoup revenir sur l'aspect collectif de cette saison. Ça a été beaucoup fait, rien que les stats, 68 victoires, plus grand nombre de victoires à plus de 10 points et cetera. Bon, il y en a, je pense, une liste, très longue de stats historiques du Thunder et de cette saison légendaire, j'ai même envie de dire, hein, vraiment, à tel point la domination a été grande. On va attendre la toute fin de saison pour faire le bilan un petit peu collectif parce que voilà, on l'a dit, on attend les playoffs depuis le début de saison. On sait que ça va plutôt rouler en saison régulière ou qu'on va être en playoff et on attend ce moment-là. Mais par contre, on va prendre le temps de juger les 82 matchs individuellement pour chaque joueur. On l'a fait au bout de 20 matchs. Là, on le refait à la fin de saison avec une revue de l'effectif entier. Bien entendu, on va revenir un peu sur chacun. Alors, pour rappeler, comme à chaque fois, on va pas noter de la même façon chez que Ousmane Dieng. Vous vous rendez bien compte de ça. L'échelle de notes, les attentes, etc. ne sont pas les mêmes, donc la note ne sera pas la même. Elle sera meilleure pour chez, sûrement, mais les notes ne seront pas les mêmes. Ça aurait été peut-être plus facile d'avoir mieux pour Ousmane Dieng, mais bon, voilà, ça a pas, on en reparlera. Donc voilà, les notes sont vis-à-vis de nos attentes aussi, de ce qu'ils ont montré sur le terrain. On verra quels critères aussi on a utilisé chacun. Moi, il y en a qui vont perdre des points parce qu'ils n'étaient pas souvent là, notamment. Donc voilà, on verra quels critères chacun on a un peu pris en compte. Je sens qu'il y a Euh, 2 blancs qui vont être concernés dans cette, ouais, paire de notation. c'est un peu ça. Alors, j'ai pris, pour classer les joueurs arbitrairement, j'ai pris les minutes par match sur Basketball Référence. Donc, c'est comme ça qu'ils sont classés. Comme ça, c'est assez simple. Et comme à chaque fois, comme tous Pour la les ans, première comme tous les fois, podcasts, comme depuis comme à 4 ans. comme depuis chaque fois, c'est on commence par chez. Voilà, c'est un jour on a dit qu'on le ferait à l'envers, mais on perdrait tout le monde dès le début, donc on va Allez, commencer Dylan par chez. Jones. Allez, Merci. Dylan Jones. Jalen Euh, Williams. qui veut se lancer sur chez? Bon, je pense que les notes vont être excellentes. Qui veut y aller? J'y vais comme ça, c'est sûr, je Vas-y, vais avoir la Constant. note la plus basse. Vas-y. 17. Ah ouais, 17. t'es non mais Parce que, Oh. Oh. pourquoi? Parce que 20, ça n'existe pas. Et il perd un dans, point dans, pour les dans 10. dans ton monde? Oui, dans mon monde, bien sûr, dans mon monde. Dans mes critères de notation, 20, ça n'existe pas. 19, il perd un point parce qu'il est pas bon sur les 10 premiers matchs. Et il perd un point sur les 10 derniers parce qu'il est pas fou non plus. Et à un moment, là, il était à 113 de true shooting plus. Là, il est retombé à 110. Sur les 10 derniers matchs, il m'a agacé. Non, blague à part, j'avais mis 15 quand on avait fait le premier conseil de classe au bout de 20 matchs. Donc, il a gagné 2 points. Bon, que dire sur la saison de chez Guidius Alexander? De toute façon, tout a été dit. Moi, j'en ai parlé à Dunk Hebdo, donc je ne veux pas non plus m'étendre dessus. Il sera probablement MVP à la fin de saison. C'est une saison inespérée, je pense. Franchement, une telle progression, une telle amélioration dans des compartiments de jeu dans lesquels il était déjà fort, c'était assez inespéré. Et puis, il a rajouté un peu le playmaking sur la fin de saison. Enfin voilà, une saison en 3 lettres de chez Guidius Alexander qui a largement été couvert, qu'on a largement couvert aussi de notre côté. Donc, pas grand-chose à rajouter. Je lui mets un 17, mais un 17 avec de très grands applaudissements. Et ben moi, je vais mettre 19 sur 20 à Shai, parce que quand même la perfection n'existe pas. Mais voilà, 76 matchs en forme, donc c'est déjà énorme, hein.
il a raté que 6 matchs. Mais voilà, que dire de la saison légendaire de Shea. Chaque année, je me dis, il peut pas faire mieux et à chaque fois, il dépasse les attentes. Voilà, le meilleur scoreur de la ligue. Il tente encore plus de tirs que l'année dernière, mais il garde une très bonne efficacité. Il a quoi, 63-64% de true shooting. Il a été présent dans les rendez-vous, dans les grands rendez-vous. Il a, comme on l'a demandé, passé la barre des 50 points et qui plus est, il l'a fait 4 fois. C'est pas eu pas les hot tech, c'est à la fin. Ah, désolé. Mais il faut quand même le dire, c'est important. Ça compte dans la note. Il aurait eu 1 ou 2 points de moins sans ça, je pense. Mais voilà, toujours aussi impactant en défense. Que dire de plus comme tu l'as dit, on en parle de partout. S'il ne chope pas le MVP, ce sera l'une des plus grosses saisons NBA sans avoir été titré MVP, ça c'est sûr. Et ben moi, je lui ai mis 20. Haché. Pour la première fois de l'histoire du podcast, j'ai mis 20. Pourquoi? Parce que si on met pas 20 à un gars qui va être MVP, en fait, l'échelle ne sert à rien. Enfin, ça rime à rien de faire des notations. Enfin voilà, au bout d'un moment, le gars va être MVP. Si on suit les cotes assez largement, mais bon, pas si largement que ça en soi. Et ben voilà, au bout d'un moment, il avait déjà, je pense, je sais plus les autres années, 18, 19 ou autre. Il a été encore meilleur cette année, comme l'a dit Charlie Lee. Il prend 2-3 points de plus par match et il a augmenté de 2 points son pourcentage. Ce qui est, pour un joueur comme Shea, ça devient compliqué de trouver comment tu le défends si tous les step back, tous les pull-ups, tout rentre dedans. On en avait parlé en début de saison, justement. Je pense qu'il avait perdu des points à cause de ça. Bah, au final, l'arme a été adoptée et bien réglée. Et puis après, voilà, il y a les matchs à plus de 50, il y a pas mal de choses comme ça. Donc ouais, moi je lui mets 20, parce qu'il va être MVP. Donc c'est aussi simple que ça. Alors je suis d'accord qu'il n'a pas toujours été parfait, qu'il y a des moments, il nous a un peu énervé et autres, mais il y a des moments sur les équipes adverses, etc. Donc voilà, 20, simplement. Quand je fixe les attentes que j'avais pour lui, là il a répondu. Au bout d'un moment, quand t'es MVP, tu réponds à n'importe quelles attentes, j'ai envie de dire. T'arrêtes la saison au match à Détroit, il est peut-être à 18-19 chez moi. Mais il y a après. J'avoue qu'après, je suis moins emballé par ce qu'il a fait après, parce que tu sentais qu'il forçait quand même un peu sur vas-y, mets 30 points par Il y a un match. je suis d'accord. Voilà. Oui. Il y a Donc, un moment, il forçait un peu sa série et ses stats, ça je suis d'accord. Et il y a un moment, il forçait un peu le MVP aussi, j'ai l'impression. Il voulait perfer, etc. Et après, vraiment les tout derniers matchs, tu as dit les 10 derniers constants, je pense qu'il s'en fout. Honnêtement, je pense que passer Denver là, bon, allez, si on est gentil, il y a les matchs contre les Lakers, mais après, il s'en fout. là, Quoi. ouais, mais tu vois, c'est pour ça, moi, que c'est passé à partir de Détroit. Je trouve que sa saison, elle doit s'arrêter à Détroit. Si elle s'arrête à Détroit, il est à 113 de true shooting plus, il est pas à 110 là, il est quasi au même niveau que Jokic, il aurait eu 18-19. Mais comme il y a le reste, il me laisse un petit goût amer sur la fin là. Bon, il perd 2 points, c'est bon, c'est pas grave, 17 de toute façon, Après, il sera MVP. moi, le critère du true shooting plus, tu veux, ouais, Si, ça parce va qu'il est quoi, mais il est au tranquille. même niveau d'efficacité que l'an dernier, à peu près, à peu de choses près. Donc c'est du coup, il score plus, mais il est toujours plus ou moins au même niveau d'efficacité. Alors que là, en plus, Bah, c'est très si bien. ça s'arrête à Détroit, il était vraiment encore plus efficace que ce qu'il était l'an dernier. Après, il est plus efficace à 3 points, ce qu'on pouvait pas lui demander, mais ce qu'on espérait, on va en parler pour plusieurs joueurs, mais ce qui est, moi, et encore apporte peut-être même du bonus là-dedans, tu vois, Oui. que ce soit sur du pull-up, du step back, même du spot-up de temps en temps, de plus en plus, j'ai l'impression. On arrive à le trouver un peu, donc Moi je suis bon, d'accord. Puis globalement, surtout que tu vois, il a 5 tirs tentés, moi, c'était ce que j'avais demandé, je crois, dans la preview ou les premiers podcasts qu'on avait fait en début de saison. Je trouve que c'est le bon jaugeage à avoir. Il l'utilise à bon escient. Ça permet en fait ça permet aux défenseurs adverses d'être obligés de défendre sur lui, en fait, de défendre son tir à 3 points, ce qui fait qu'il devient juste indéfendable. Et en plus, il est plus ou moins adroit. Il est à quoi, 37,5% à 3 points avec 5 tirs tentés. Bon, bah, c'est hyper correct, sachant que c'est pas son arme première, quoi. bon, je sais pas si on va passer beaucoup plus de temps que ça sur Shea, c'est pas le plus intéressant, honnêtement, si vous êtes d'accord. Je pense que le deuxième joueur, déjà, on va un peu plus en parler. Ah, Parce que le deuxième joueur en minutes par match, c'est Jalen Williams. Et là, je sens déjà, Constant et moi, on en a beaucoup parlé, notamment à la nomination All-Star Game. On était en mode, ouais,
Ok. Bah voilà. Charlet, combien tu lui as mis? Est-ce que tu es content de lui cette saison ou pas? Content, je sais pas, mais je suis quand même globalement satisfait. Je lui ai quand même mis 14 sur 20. Je sais pas si vous avez été aussi haut, aussi bas, mais moi quand même 14 sur 20. Je sais que voilà, J-Dub, on a toujours quand même eu des attentes assez hautes, même au début de saison. Déjà, j'aimerais parler défensivement de sa saison qui est vraiment sensationnelle. Je l'attendais vraiment pas à ce niveau et c'est ça aussi, moi, qui fait qu'il a quand même une très bonne note. Jamais j'aurais pensé qu'il ait cet impact physique, que ce soit avec ou sans Hartenstein ou Chet. Voilà, il pique des ballons sur les lignes extérieures, il protège le cercle dedans, il est impactant. Enfin, vraiment, il m'a bluffé toute la saison et il mérite clairement d'être dans une all defensive team. Je vais y arriver. Maintenant, en attaque, voilà, on peut rester un petit peu sur notre fin. Il a augmenté son volume à 3 points, comme on l'a beaucoup demandé. Il est passé de 24% à 29% de ses tirs à 3 points, il me semble. Mais évidemment, il a perdu en efficacité. Il sortait d'une saison vraiment en surchauffe. Donc, moi, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il retape une saison à plus de 40%. Maintenant, voilà, il a fait un gros début de saison. Il a eu un assez gros trou autour de décembre, janvier par là. Et il est monté un petit peu encore en puissance après le All-Star Break. Donc, voilà, je suis quand même satisfait. Je mets un 14, même si, bon, bien sûr, j'en attends plus, notamment en playoff. Et je pense qu'il y a aussi le fait que l'écart est tellement grand entre la première et la deuxième option à OKC que tu oublies quand même que J-Dub, bah, ouais, il a été nommé All-Star. Est-ce qu'il le mérite ou pas? C'est un autre débat, mais il a quand même été nommé. C'est un joueur à plus de 21 points de moyenne avec des pourcentages qui sont corrects. Donc pour moi, il mérite sa note de 14. J'ai mis 14 aussi, moi. J'ai mis 14 un peu pour les mêmes raisons que toi. Je rejoins tout ce que tu as dit. Hein. En fait, il a été All-Star, donc on devrait dire que c'est une grande saison pour lui, hein, parce que c'était, je pense, un objectif. On ne savait pas s'il allait être un jour ou peut-être voilà. Il l'a été. Bon, en partie grâce au bilan collectif, bien entendu, mais aussi parce que il a montré des choses quand même, hein, parce qu'on a beaucoup d'attentes envers lui, etc. Mais il a quand même montré des choses. On est dur, mais parce que il y a beaucoup d'attentes. Bon, défensivement, tu l'as très bien dit, il est passé dans l'aspect élite de élite. Maintenant, c'est le très 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 haut niveau. Et ça, c'est la plus grosse progression cette année, ça, c'est à pas douter de ça. Et il est mieux d'ailleurs même au rebond, ce qui a fait quand même du bien à l'équipe au-delà de Hartenstein, on y reviendra. Il est beaucoup mieux au rebond, etc. Très bien au cercle. Enfin voilà, défensivement, c'est un couteau suisse un peu ultime et qui est très intéressant. Après, voilà, la question avec lui, c'était seconde option offensive ou pas. J'ai bien aimé sa fin de saison dans cet aspect-là où bon, des fois, il croquait un peu, mais il a été très agressif. Il a cherché à mettre des points au cercle. Il a recherché à un peu plus ses spots à mi-distance. Enfin, voilà, il a été un peu plus déterminant, en gros, dans ses actions offensives. Et là, c'était intéressant. Il y a eu un bon développement aussi de sa relation avec Hartenstein, qui est quand même à mentionner, là, sur la seconde unit, où il y a des alley-oops, il y a du pick and roll, il y a du Gortat screen avec Hartenstein qui le joue très bien. Voilà, il y a eu des choses intéressantes qui se sont développées au cours de la saison. Mais après, comme tu l'as dit, la perte d'efficacité, et ça on en avait parlé pas mal avec Constance, ça lui a fait mal. Parce qu'on avait l'impression qu'il avait plus de moyens faciles de scorer. Pendant un certain moment, là, c'était assez compliqué. Alors même s'il provoque un peu plus de lancers, voilà, il avait du mal à aller dans ses standards offensifs de scoring, etc. Mais quand tu fais le bilan global, bah, la seconde unité, des fois ça marche, des fois ça marche pas, sans chier avec lui. Il a fait des bons matchs, des fois un peu moins bien. Enfin voilà, on est un peu encore sur notre fin, donc c'est pour ça que j'ai mis que 14, parce que ça reste une bonne saison et que c'est dur de mettre des mauvaises notes, en gros, aussi, avec 68 victoires sur l'année. Et vu son niveau défensif, c'est dur de mettre une mauvaise note, mais je pense que là où on l'attend le plus, et comme la majorité des gars, c'est en playoff, parce que l'année dernière, il n'avait pas répondu présent. Pas au niveau où on espérait. Donc là, il va falloir qu'il prouve qu'il a passé ce step-là, bah, que c'est un All-Star en playoff, en fait. C'est là que ça se joue plus, hein. Ta réputation, ton statut, quoi. Ton futur contrat aussi, ça se joue potentiellement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. Moi, allez, je suis gentil, allez, 13. J'hésitais entre 12 et 13. Hein, bon. Parce que la saison de J-Dub, moi, je suis déçu de sa saison.
n'ai pas peur de le dire, je suis déçu. En tout cas, je suis déçu de ce qu'il a pu produire offensivement. Il est sur la courbe André Iguodala. C'est vraiment, on est arrivé dans le défenseur polyvalent ultime. En attaque, il est sur notre fin. Parce que moi, je trouve que la saison de J-Dub, en fait, elle est coupée quasiment en 3 parties. Tu as le début de saison où il est moyen. Au moment où Chet se blesse, il est extraordinaire. Sur le mois de novembre, il est absolument incroyable. Décembre, janvier, on le voit plus. Et post-All-Star Break, il commence à revenir. C'est le point positif que j'ai envie d'évoquer avec J-Dub post-All-Star Break, c'est qu'il a redécouvert qu'il pouvait aller au cercle. Et ça, c'est quand même un truc très positif, c'est que J-Dub se dit, tiens, je suis quand même capable d'aller au cercle. Et pas juste de tenter des tirs à mi-distance en déséquilibre absolument compliqué, tel démarre DeRozan. Donc oui, ça, j'ai envie de pointer sa très belle saison défensive. Au moins, il doit être all defensive first. Vous pouvez mettre qui vous voulez dans la first, vous pouvez mettre Draymond, vous pouvez mettre Evan Mobley, Jared Jackson Jr. Il doit y avoir Jalen Williams dedans parce que c'est quand même un joueur qui, au moment où Chet est blessé, au moment où Hartenstein est blessé, au moment où Jalen est blessé, te remporte des matchs en étant le pivot titulaire. Et a fait que ta défense était capable de tenir un minimum quand c'était lui le pivot titulaire. Donc au moins, c'est un point qu'il faut souligner. Après, en attaque, tu vois, même la relation avec Hartenstein, moi, elle me laisse un peu sur ma faim, j'ai envie de te dire. Sur la fin de saison, j'ai l'impression qu'on l'a pas trop vu. Il y a un moment où il y avait une belle alchimie entre les deux, mais sur la fin de saison, j'ai plus l'impression d'avoir vu la complémentarité entre Hartenstein et Chet qu'entre J-Dub et Hartenstein, par exemple. Je sais pas, il y a eu pas mal de alley-oop, puis pas mal de trucs, hein, même en fin de saison. T'as eu des trucs quand même, je trouve. Ouais, mais alors j'ai plus envie de te dire des trucs quand t'avais chez sur le parquet et pas tant sur les minutes de la seconde unit. Ah, ça, je suis d'accord, par contre. Parce que Je peux souvent, me c'est tromper. tu planques un peu chez off-ball et ils jouent leur truc de leur côté. Ouais, ça, je suis d'accord, par contre. Ouais, Alors que carrément. sur les minutes où c'était lui vraiment le commanditaire de la seconde unité, j'ai Ouais, pas ça, vu je suis beaucoup de d'accord. jeux à deux avec Hartenstein. Il était beaucoup plus dans de l'isolation et tentait de se créer son tir par lui-même. C'est pour ça que alors que sur les minutes sans Shea, tu voyais bien le jeu à deux entre Hartenstein et Chet, par exemple. Mais voilà, moi je mettrais parce que la saison est très bonne. Après, offensivement, comme on l'avait dit, c'était pas tenable de toute façon. Le régime de tir Non. qu'il avait l'an dernier, l'efficacité, c'est juste que il a encore baissé sa fréquence de tir tenté au cercle cette année par rapport à l'an dernier. Il a quasiment divisé x2 sa fréquence de tir tenté au cercle entre sa saison rookie et sa troisième année. Bon, on va voir comment ça va se passer sur la fin de saison, enfin même sur les playoffs, mais même au-delà de cet aspect, il va pas souvent au cercle, etc., etc. J'ai l'impression qu'on a souvent vu un J-Dub bon contre les mauvais et mauvais contre les bons. La stat, j'ai cité chez Doc Hebdo, mais en gros, il est plus efficace à son poste quand il joue face aux 10 pires équipes NBA que lorsqu'il joue face aux 10 meilleures équipes NBA. Donc, ouais, je trouve que J-Dub a souvent été défaillant sur certains matchs face à de grosses équipes, qu'on l'a pas trop vu sur certains matchs face à de grosses équipes, et qu'on l'a plus vu sur des matchs face à de plus faibles équipes. Donc, pour moi, il est pénalisé sur ça. Et le seul point, entre guillemets, ce point sur lequel je voudrais conclure, le point positif, c'est que J-Dub, cette année, il est passé au-dessus de la moyenne au free throw rate. Donc, le ratio tir tenté, lancer franc tenté, ça y est, il est passé au-dessus. Donc, pour le coup, ça y est, Jalen Williams, c'est un joueur qui provoque des lancers francs. Et j'ai même envie de dire que sur la fin de saison, ça avait bien progressé dans ce domaine-là, beaucoup plus que sur le début de saison. Donc, si on retrouve ce J-Dub qui est capable d'un peu plus aller au cercle, capable d'un peu plus provoquer des lancers, peut-être qu'offensivement, c'est le J-Dub qui arrive à point nommé pour la campagne de playoff, frais et surtout assez mûr. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu logique qu'il soit quand même meilleur contre les nuls que contre les forts. Enfin, c'est un peu Non, plus mais je veux facile dire, d'être efficace et scorer. Non, mais si tu prends en centile, donc c'est pas juste sur l'efficacité, c'est ton classement par rapport au reste, en points pour sentir tenté face au bottom 10, donc face aux 10 pires équipes, il est 72e, face au top 10, il est dans le 47e centile. Donc dans un cas, il fait mieux que 72% des joueurs, dans le deuxième, il fait mieux que 47%. Voilà. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi, même au-delà de ça, comparé à l'année dernière, où notamment dans les quatrièmes quart-temps, il avait tendance à prendre feu et tout, on l'a beaucoup moins vu avoir des passages de domination, j'ai l'impression. Un peu plus en fin de saison, pour le coup, où on a retrouvé ça avec plusieurs matchs à 30 points. Match à Houston, là. Ouais, il est vraiment fort. Mais il y a eu, sur une bonne partie de saison, on avait un peu moins ça. On avait l'impression pas qu'il se cachait, mais qu'il déroulait les systèmes, qu'il forçait moins les choses pour lui. Du coup, il allait moins au cercle aussi, donc tu te cantonnes à rester derrière la ligne à 3 points. Enfin voilà, un peu moins agresseur à un moment, et c'est revenu effectivement sur la fin de saison. Et après, les lancers francs, une fois passé, il avait des problèmes avec l'arbitrage, on va dire, à un moment. Il a passé ce cap-là, il y a eu des petits trucs, et là, c'est vrai que tu sens qu'il commence de trouver des moyens de provoquer un peu plus de fautes, ou qu'il est un peu plus, c'est un peu meilleur là-dessus. Un peu meilleur. Après, il y a encore des progrès à faire dans la prise de contact, quoi.
Il a toujours ce truc où il va essayer d'aller au cercle et éviter et s'arrêter pour prendre son stop tir alors qu'il pourrait y aller et provoquer de lancer pour sûr, quoi. Bon, après, il joue aux Lakers, il en a 2 fois plus, hein. Faut pas... Ah, Ouais. ça y est, on va partir sur Ouais. ça. On a déjà eu des commentaires des Lakers Oui, qui c'est nous vrai. disaient Oui, attention, mais nous sommes qui écouteront pas écoutés. cet épisode-là et qui ont supprimé leurs commentaires d'ailleurs quand apparemment. Ça, je sais pas, mais faut qu'il progresse sur 2 aspects, J-Dub. C'est que de A, effectivement, faut qu'il arrête de driver un peu de tête baissée. Faut qu'il ait une espèce de décélération comme il fait chez, parce que quand tu arrives pleine balle, bah, les arbitres sont moins sujets à te les siffler. Et puis surtout, faut qu'il trouve soit faut que le handle s'améliore, mais ça j'y crois moi. Soit faut qu'il ait ce qui est capable de faire chez, c'est contrer le contre du défenseur adverse. Parce que pour le coup, quand tu as un défenseur qui contre, en fait, J-Dub, il est très, très robotique. J'ai l'impression qu'il est très binaire. C'est je vais aller à cet endroit-là, peu importe ce que fait le défenseur adverse. Contrairement à Shea, qui lui a une palette de contre absolument démentielle sur son handle. Bah, c'est peut-être ça le step d'après à franchir pour J-Dub. Parce que là, bon, offensivement, il a progressé. Même à 3 points, là, sur la fin de saison, il retrouvait pas mal d'adresses, notamment sur catch and shoot, où il est à 50% depuis l'All-Star Break. C'est pas mal, 50%. Mais voilà, je trouve que dans l'autocréation, on verra sur les playoffs. De toute façon, c'est le juge de paix. C'est sur ça qu'on l'attendait. C'est sur ça qu'on attendait. J'ai envie de dire, c'est même lui, c'est lui qu'on attendait le plus en playoff, ou c'est le Mm. truc où il aurait pu faire la meilleure saison régulière qu'il voulait. On l'attendait en se disant, c'est au moment des playoffs que tu vas montrer de quoi tu es capable. Donc oui, il sera au defensive, il sera peut-être au NBA aussi avec cette règle des 65 matchs, parce qu'il va y avoir de la place dans la troisième. Mais c'est effectivement à partir du moment où ce podcast est publié que J-Dub va falloir prouver qu'il y a une progression par rapport à l'an dernier. Ouais, après, sur sa provocation de lancer, je pense que Shea, il est un peu plus vicieux aussi dans comment il se place par rapport au défenseur, comment il va lui tenir les bras, comment il Les va ans, enlever les bras, et comment il va faire toutes ces choses-là, que J-Dub ne fait beaucoup moins, je pense. Et comme tu l'as dit, il va un peu tout droit. Et puis Shea, il avait très bien expliqué, je sais plus dans quel article, où Shea, il peut faire vitesse 1, à 4, à 2, à 3, selon ce qu'il fait. J-Dub, c'est 1, 4, 1, 4, 1, 4. Enfin voilà, vous avez compris le principe, quoi. Il y a pas toutes les petites transitions entre décélération, accélération, décalage, etc. que peuvent avoir les grands provocateurs de lancer. Hein. Même un Doncic est monstrueux là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il est indéfendable. Donc, ouais, ça sera. Je pense que ça, c'est un truc qui peut venir avec le temps aussi. Donc, pour le coup, que les progrès commencent maintenant, c'est intéressant. il drive tête baissée, tel Lou Dort, ce qui nous amène à la transition. T'es dur avec Lou Dort beaucoup cette année, ça moins, a presque beaucoup pas moins, râlé. Ça a presque pas beaucoup râlé moins. sur Lou Dort cette année. Cette année, il drive plus, il fait ses mi-distances. Là. Voilà. Ça s'est fait très rare quand même. Effectivement, on arrive à Lou Dort. Par rapport à... Ouais, ça se fait moi. On arrive à Lou Dort. Je vais commencer. Moi, je lui ai mis 17. Parce que je vois pas comment. En fait, je vois pas à quelle de mes attentes il a pas répondu. Dans le sens où il a encore augmenté son pourcentage à 3 points. Il est à plus de 40% maintenant, encore sur la saison. Je pense que même globalement, on peut dire que Lou Dort, on définit élite comme on veut, mais vu la quantité qu'il prend et les pourcentages qu'il a depuis plusieurs saisons, son tir, je pense qu'il faut vraiment le respecter. Je pense que quand les défenses se laissent tout seul, c'est un peu débile, honnêtement, hein, parce qu'il met vraiment dedans. Alors effectivement, il y a toujours des matchs où il est injouable, il met tout, et des matchs où il n'y a rien, mais je trouve que c'est un peu moins le cas globalement que les autres années. Je trouve, on a un peu dit que ça râle quand même beaucoup moins sur ses prises d'initiative, de décision, de drive, etc., où il a limité ça, je trouve, de plus en plus. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il y a son mi-distance qui a le mérite d'exister. Ça, c'est le truc, c'est improbable. Mais moi, je suis assez serein quand il les prend, honnêtement. Hein. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. En vrai, tu jettes tu te dis sans l'air. Hein. Oui, mais tu te dis, on va vraiment prendre ce tir-là. Et à chaque fois, ça tombe quand même souvent dedans, hein, j'ai l'impression. Donc, bon, ok. Et après, défensivement, moi, je maintiens que ce qu'il fait sur les porteurs de balles, je pense qu'il n'y a personne d'autre dans le roster qui peut le faire. Et qu'il n'y a pas grand monde dans la ligue, même globalement, qui peut le faire. Il a éteint tout le monde cette année. Il y a presque personne qui a mis. Bon, à part les Lakers, les derniers matchs, il n'y a personne qui a mis plus de 30 points. Il y a presque personne, en fait. Toutes les stars. Jalen Green. Ouais, Jalen Green. Ouais. Mais toutes les stars se sont quand même bien frottées à lui et ont bien piqué aussi, quoi. Donc, on est toujours dans la limite, on est toujours sur des provocations sur les écrans, sur ces choses-là, mais cette année, je l'ai trouvé encore exceptionnel sur cet aspect-là.
Donc quand il a un niveau All Defensive Team, plus un bon tir à 3 points, plus une meilleure prise de décision, bah je lui mets 17 parce qu'il est là tout le temps en plus. Et tout. Donc voilà, simple. Moi, j'ai mis 16. Ah bah tu vois, voilà. Oh. 16. Comme d'hab, je vais toujours être Ouais, un ou deux voilà. points La classique. en dessous de vos notes. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que Lou Dort, en fait, il fait une très bonne saison, mais il explose pas les attentes. Enfin, 16, c'est une très bonne note. Non. Mais voilà, c'est du Lou Dort comme je l'attendais, plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu es à 41% à 3 points sur quasiment 6 tentatives, ça commence à piquer très sérieux. C'est-à-dire que Lou Dort, depuis qu'il s'est fait opérer du poignet, là, qui peut faire un follow-through, il est quand même à 40% à 3 points sur 150 x 5. Donc, en gros, il est à 40% à 3 points sur 450 tentatives à 3 points. C'est 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 à énorme. peu près ça. Voilà, c'est à peu près Énorme. ça. Non, même pas plus de 500. Il est sur 750. Voilà. 40% à 3 points sur 750 tentatives à 3 points sur les 2 dernières saisons. C'est très honnête. C'est très honnête. Bon, après, il ne faudra pas que ça s'écroule comme ça s'est écroulé face à Dallas en termes d'adresse l'an dernier. Mais effectivement, Lou Dort fait une très bonne saison. Après, c'est le débat qu'on avait juste avant là en off. Est-il le meilleur défenseur de KC ou SG Dub? C'est sujet à débat et c'est sujet à ce que vous valorisez. Alors, en tout cas, le meilleur défenseur de KC cette saison, parce que Chet est dans une catégorie un peu à part. Mais ouais, je trouve que effectivement, tu as un Lou Dort qui a été très précieux, qui a été un peu moins foufou que ce qu'il a pu être par le passé. Tu vois, tu parlais du fait qu'on se prenait moins la tête sur les drives d'Ahuri de Lou Dort, tout simplement parce qu'il va plus au cercle. Vous prenez le Lou Dort d'il y a 2 ans, donc la saison où tu fais le play-in, il tente 42% de ses tirs au cercle. L'an dernier, c'était 29. Cette année, c'est 18. Donc, lui, il a quasiment divisé par 2,5 sa fréquence de tir au cercle en l'espace de 2 ans. Donc, effectivement, il y a les mi-distances. Bon, et il a 53% sur les longues tout de réussite. Bon, démarre DeRozan, welcome back, effectivement. Mais non, voilà, je trouve que la saison de Lou Dort est très satisfaisante. Et ce qui mérite d'être Depoy, pour moi, non. Parce que c'est un extérieur et que j'avoue que je suis un peu biaisé avec la défense collective Ah, mais de ça Lou va. Dort. Ouais. Pour moi, de toute façon, le Deep Boy cette année, il ne devrait pas être attribué, puisque soit tu le donnais à Chet, soit tu le donnais à Wemby. À partir du moment où les deux sont éligibles, je ne veux pas manquer de respect ni à Jaren Jackson, ni à Evan Mobley, ni à Draymond Green, mais pour moi, les trois ne sont pas au niveau de Deep Boy cette année. Mais ouais, la saison de Lou Dort est très solide après. Bon, on va pas se le cacher. Lou Dort, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un dirty player, mais je dirais souvent que c'est lui qui se retrouve Non. dans les situations un peu litigieuses. C'est pas Caruso, c'est pas J-Dub, c'est toujours J-Dub. Moi, je suis pas d'accord avec cette réputation. C'est qu'en fait, c'est comment il défend. En fait, le gars est constamment collé au porteur de balle. Forcément, que tu as des contacts, il se fait débonter sur un écran, bah du coup, il retombe sur le joueur à côté. Enfin, j'ai du mal à. Dirty, c'est vraiment genre. En fait, c'est pas sa volonté. Tu mets des coups de pied dans les parties quand tu montes au cercle, quoi. Ça, c'est très bon. Ça, c'est juste. Non, mais neuneux. c'est des trucs, tu mets les coudes. Enfin, les dirty players, c'est ça. Lou Dort, il n'y a pas de geste de pied sous les chevilles, il n'y a pas de. Enfin, voilà. Ça, c'est les dirty qui savent pas être vicieux. Tu vois, Lou Dort, il est vicieux. Il a du vice. Lou Dort, c'est juste un défenseur qui joue très dur. Je trouve qu'on est encore à Dirty, c'est vraiment, il y a volonté d'emmerder de manière très, très, très violente, quoi. Dirty, c'est de blesser. Pour moi, Dirty, c'est blessé. C'est Patrick Beverley. Et on n'est pas on n'est pas à ce niveau-là encore, je trouve. Après, Dort, c'est juste un joueur qui joue vraiment très agressif et très dur, quoi. C'est parce que là, vous prenez le haut du panier des dirty, mais il y avait des mecs qui étaient dirty sans être blessés. Mais quand tu vois, par exemple, ça se plaint, il y avait une action sur James Harden où Harden, il finit par terre. Il laisse traîner le pied quand même. Mais ouais, mais enfin, sur l'écran, il se fait démonter en fait. Sur l'écran, il passe tellement près qu'il se fait pousser, qu'il tombe sur. Enfin, je veux bien, mais. Enfin, après, je le défends peut-être un peu bec et ongle, mais oui, il est défenseur rugueux, mais c'est pas. Bien rugueux. Mais c'est pas dirty. Pour moi, il y a vraiment cet aspect, je vais pour blesser le gars. Et j'ai pas cette impression-là encore. Là où il y en a, tu le sais. Et je pense que ces joueurs-là en NBA sont très connus, pour le coup. Et les joueurs le savent entre eux, ou s'il y a lui en dessous du cercle, fais vraiment attention à comment tu retombes, etc. Je pense. Lou Dort, il est jamais en dessous du cercle, c'est l'avantage. Non, mais tu vois, t'as compris le principe, quoi. Si tu le vois arriver derrière toi en contre-attaque, fais attention à toi, quoi. Tu vois, genre. Ouais, il y a un pied qui traîne, effectivement. Ouais. Mais, tu vois, je sais pas. Ou alors vicieux, tu vois. Il est quand même vicieux un peu sur les bords. Je pense qu'il faut l'être pour être défenseur sur les porteurs de balle. Vicieux, c'est pas tellement. Genre, ouais, vicieux, je le vois pas tellement comme quelque chose de négatif, tu vois. Genre, il faut un peu de vice. Mais Il moi, faut je un dis peu pas de vice pour être un énorme défenseur.
Je dis pas que dirty, c'est forcément être négatif. On a la connotation négative C'est parce vrai. qu'il y a pas de Ouais, Bev, c'est vrai. il y a pas de Julia, il y a Bruce Bowen, il y a ce type de joueurs-là qui ont rendu le terme dirty vraiment de mecs qui vont blesser. Mais c'est dirty, c'est sale, c'est pas forcément ugly, j'ai envie de dire. C'est pas moche, c'est juste sale, tu vois. Il Mmh. va laisser traîner potentiellement. Puis on peut demander à Brandon Ingram qui a vu sa saison s'arrêter au mois de décembre, qui retombe sur un pied de Lou Dort. Mais voilà, avec Doncic, il y a toujours un petit passif, etc., etc. Il a du vice. Après, bon, quand tu fais la corpulence de Lou Dort, c'est clair que tu prends beaucoup de place et que tes Mmh. moyens, forcément, sur un petit contact, de pas forcément maîtriser la manière dont tu retombes sur l'adversaire. Ouais, puis il le joue très bien, enfin sur les Mmh. écrans, tu à chaque fois il se rapproche, il passe juste le pied comme il faut pour, qu'il tombe, enfin tu vois? Il le joue très bien, voilà. Bon flopper aussi, Mmh. hein. Flopper, mais Ah estimé. Ouais. oui, ça oui, ça oui. Bon, je vais pas non plus grand-chose à rajouter. Moi, je mets 17 aussi, comme toi, Pierre. Voilà, clairement, ben, la meilleure saison de sa carrière, hein, on peut le dire. Hem, Moi, en fait, c'est la version finale de Dort. J'en attends pas vraiment plus de lui. Un mec fiable à 3 points et l'un des meilleurs défenseurs, sur le point of attack, de la ligue, en tout cas sur les lignes arrières. Franchement, je n'attends pas plus, voilà, il y a tout le monde qui est passé, Mitchell, Doncic, Cunningham, Booker, enfin bref. Vraiment, Doncic, ouais, Doncic pas sur le dernier match, mais bon. Actuellement, il y a pas grand monde qui peut faire quelque chose, je pense aussi. Ouais, c'est ah, c'est puis c'est vrai que c'est compliqué. surtout, c'est le Mais, joueur d'après qui a plus défendu sur Doncic. Donc, Mmh. non, c'est une saison énorme et comme on l'a dit, ben, maintenant en attaque, il y a de moins en moins de déchets. Les choix sont de mieux en mieux. 70 de ses tirs, c'est des 3 points. Il y a 2 ans, il y avait que 46 de ses tirs qui étaient des 3 points et là, il en tire 7 par match à 41. Donc, il y a pas non plus grand chose à dire, en attaque et en défense, ben, c'est meilleur que l'année dernière et qu'il y a 2 ans. Parce qu'en saison régulière, on était un petit peu sur notre fin. Enfin, en tout cas, moi, j'étais un peu sur ma fin et là, clairement, on peut pas dire grand chose. Je sais pas si c'est l'arrivée de Caruso où il s'est dit: «Il faut que je sois, le meilleur défenseur sur les lignes extérieures», mais en tout cas, rien à reprocher. OK, donc un Lou Dort qui a lissé son jeu. OK, donc il a des très bonnes notes, on est plutôt d'accord sur ça. Passons à Hartenstein maintenant. Là, je pense que ça va être aussi intéressant sur certains points. Mmh. Constant, combien tu l'as mis? 15, mais 15 Hartenstein. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il faut reconnaître les qualités indéniables qu'a apporté Isaiah Hartenstein. Il n'y a plus de problématique au rebond défensif. Voilà, fini, ça c'est terminé ça. Ah, Ouais. bizarrement, le match face aux C'est Lakers fou, où hein. tu repasses avec Chet au poste 5, c'est les séquences où tu te fais allumer au rebond offensif, hein. Mmh C'est mh. bizarre, hein. C'est les minutes où tu Ouais. pas où tu plus Hartenstein, hein. Donc, comme quoi il a assuré le rebond défensif à lui tout seul. Ouais, il me frustre quand même pardon, il me frustre quand même un petit peu offensivement parce que c'est son push-shot ou rien, quoi. En termes de répartition de tir, je parle pas de son passing, hein, mais je parle vraiment en termes de répartition de tir. C'est soit les hoops, parce que le défenseur le défend pas sur le pick and roll, soit c'est un push-up, mais je le vois pas vraiment tenter des tirs au cercle, essayer de jouer avec un petit peu sa physicalité. Donc c'est un peu sur ça où il me laisse un peu sur ma faim. Là où je trouve que la saison dernière, du côté des Knicks, déjà le push-shot était un peu plus automatique que ce qu'il était l'an dernier, enfin que ce qu'il a été cette saison. Et puis je le trouvais, ouais, voilà, un tout petit peu plus dans l'agression du cercle, un peu plus en menace de lob que ce qu'il n'a été cette année. Même si, on va être très honnête, son passing est très intéressant. Il a quand même permis dans de nombreuses situations de décharger un petit peu chez Gedius Alexander lorsqu'il était doublé ou lorsqu'il était trappé sur pick and roll. Voilà, ouais, c'est une saison très solide de la part d'Isaiah Hartenstein. Protection de cercle, il a été très bon aussi. Ah, bah, on verra en playoff. Est-ce qu'il se fera ouvrir sur le pick and roll face à Tatum comme il s'est fait ouvrir par le pick and roll face à Tatum sur le match à Boston? Est-ce qu'il se fera démolir sur l'isolation face à Luka parce qu'on switch? On verra. Mais toujours est-il que sur cette saison régulière, je suis obligé de lui mettre une bonne note. Même pas obligé, je la mets de bon cœur parce que il t'a apporté un espèce de rôle de stabilisateur avec son playmaking en attaque et puis il a permis au rebond défensif de plus être une problématique cette année. Donc, non, malgré les quelques limites que je peux apercevoir dans le rôle et dans le profil d'Azar Hartenstein, c'est une très bonne saison. J'en profite, je te trouve très dur sur,
sur les switches, les ISO, ou c'était sur lui. Je prends l'exemple de Boston, où moi souvent je vois les matchs après, après toi pour le coup. Donc j'avais vu les tweets ou autres que tu avais pu mettre, et en fait quand je regardais le match, j'ai dit mais je le trouve pas si en difficulté que ça. Et alors contre les Lakers, pour le coup, tout le monde se fait ouvrir. Chet, il se fait ouvrir pareil. Tu changes sur Cason N'importe quel Wallace, il se fait intérieur se fait ouvrir sanctionner. en switch sur Luka aussi. Oui, voilà, c'est bon. Donc du coup, tu vois, et pour le coup, moi, quand je refais le bilan de la saison, je trouve que moi, le fait qu'il n'ait pas fait presque uniquement du drop, et que des fois on ait fait du edge, des fois on les fait sortir un peu loin, je trouve ça intéressant. Et pour le coup, je l'ai trouvé presque meilleur dans cet aspect-là que ce que j'avais imaginé. Il m'a presque un peu surpris. Alors après, je suis d'accord avec toi que avec des joueurs qui vont chercher le mismatch tout le temps, etc., il faudra voir comment il réagit, et peut-être qu'il va être exploité. Mais je le trouve honnêtement, dans cet aspect-là. Je le trouve, voilà. Tu vois, je me souviens qu'il y a un épisode où tu avais dit que contre Boston, il pouvait pas jouer. Je trouve ça très fermé comme, tu vois, comme avis. Alors peut-être que ça sera le cas, mais je suis pas encore assez décidé là-dessus pour aller jusqu'à ce point-là. Après, sur tout le reste, je te rejoins complètement. Sur le passing, moi, c'était une de mes hot takes, on en reparlera après, mais là, il m'a vraiment satisfait sur ça. La pose d'écran aussi, oh, quel plaisir. Quel plaisir d'avoir des vrais écrans, voilà, sur des Gortat screen, encore une fois, plein de choses que personne faisait, que Chet ne peut pas faire et ne sait pas faire. Pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant. Et après, là, ce que j'ai regardé, c'est offensivement, je trouve qu'en fait, il n'est pas si négatif que ça dans le spacing, parce qu'on l'utilise beaucoup balle en main en tant que hub, etc., en partie. Et en fait, le fait qu'il ait ce push shot et des très bons déplacements off-ball quand d'autres joueurs drive, etc., font qu'il arrive à mettre à mal un peu la défense, et que t'es pas si négatif que ça en termes de spacing, et qu'il te barre pas tant que ça la route à des drives. Dans le sens où, si son joueur à lui vient aider et reste dans la raquette, lui, il va se décaler, on va dire, tête de raquette pour prendre son push-up, il va avoir des choses comme ça. Donc je trouve qu'il s'adapte plutôt bien à ça. Après, je suis d'accord avec toi. Il y a des actions où il est dos au cercle, on va dire, dans l'axe à 3 points, et en fait, il met trop de temps des fois à se retourner, alors qu'il est capable de le faire, de se retourner, d'aller tout droit et de marquer. Il le fait parfois. Et des fois, il le fait trop rarement, alors qu'il pourrait le faire un peu plus souvent. Et je pense que ça, en playoff, ça peut être une arme contre des équipes qui décident de jouer petit, qui n'ont pas de pivot, qui peuvent défendre ça, etc. Ça pourrait arriver. Donc, à voir s'il l'utilise un peu plus. Bon, le 3 points n'est pas là. On en avait 0 parlé un sur tout petit peu. 19. 0 sur combien? 0 sur 20 Enfin, sur 19? 19. Ouais, 19. Il est à Donc, 3 du record sur une saison de plus grand nombre de tirs à 3 points loupés sans en avoir mis un seul. C'était ça 0 compte les sur playoffs ou pas? Non, juste la saison Je suis régulière. pas sûr qu'il va reprendre en playoff de toute façon, mais on en est là. Et ouais, après, rien que l'aspect rebond, oh là là, il a tellement changé la vie de l'équipe sur ça. Donc je lui ai mis 17, moi. Je lui ai mis, parce qu'il a répondu à toutes mes attentes, et on verra en playoff. Alors après, on parlera plus de sa collaboration avec Chet au moment de Chet, je pense, mais voilà. Moi, je vais être entre vous deux et je vais lui mettre 16. Donc, pareil, je pense, la meilleure saison de sa carrière. Il y a pas mal de joueurs chez qui ça revient. Double-double de moyenne. Voilà, on l'a assez dit, le rebond, il a vraiment comblé un vide qui était énorme sur les dernières saisons. Il a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur rebondeur sur une saison de l'histoire du Thunder. Je me Si posais je la dis pas de question bêtises. justement. J'étais en Je train crois bien. au même moment. C'est En le meilleur moyenne, je crois que intérieur c'est lui. passeur, ça c'est sûr. Oui, meilleur intérieur passeur, mais je crois Oh, que meilleur rebondeur, Enes personne n'a Kanter, fait mieux. attention. Enes Kanter? Westbrook, il a pas dépassé les 11 rebonds, je pense pas. Non, mais il est à 10,7. Enfin bref. Ouais, Je, mais il a je, je vais pas vérifier bon, pendant que tu coaches. Je vais vérifier. vas-y. Mais non, il a ramené beaucoup d'énergie, Dieu seul. Comme tu l'as dit, les écrans, ça a profité à pas mal de joueurs, on en reparlera plus tard aussi. Et tout ce jeu autour de lui, sa distribution, en hub et tout, ça a un petit peu rendu tout le monde meilleur, et c'est ce qu'on disait, dans la preview. Je me rappelle, c'était les attentes qu'on avait. Il a complètement rempli ça. Il s'est vraiment très bien adapté au collectif, du Thunder. Donc, en fait, sur chaque match, il réussit à apporter quelque chose parce que ce soit défensivement ou offensivement, il a quand même une palette qui est assez, développée, notamment en protection de cercle, voilà. Il a mis, je pense que c'est vraiment l'un des comptes de l'année, sur Dalton Neck, là, c'était fou. Sur LeBron Mais, aussi, non? Ouais, ouais, surtout sur LeBron. Hein.
Bah, moi, je préfère celui sur Next. Il est vraiment méchant. Mais Super, après, Dalton Connect, il fait oui, 1m12, voilà. 75 Faut que, kilos. faut, Parce que Et il le faut que physiquement, ce retour soit en, sur ça, LeBron, mais, le mais retour le, en le contre, transition il est sur LeBron, vraiment. c'est Oui, vrai. oui, C'est quoi? ça. C'est le premier match face aux Lakers, là où il manque de se péter le dos. C'est pas déjà sur Dalton Connect qui lui met une crêpe, là? ouais. Ou sur. Ou C'était pas sur Reeves? Non, je sais plus. Mais il met un vrai contre aussi, ouais. Ouais, Ouais, mais ouais, un ouais, vrai contre on se aussi. dit, il s'est pété le dos, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Mais et après, pour revenir sur ce que tu disais, Constant, je te rejoins quand même sur le match des Celtics. Pareil, ça m'avait quand même frappé. Mais l'avantage, c'est que ça a quand même pas été non plus une récurrence au fil des matchs. Et j'espère que ça ne le sera pas en playoff. Et comme tu l'as dit, quand même, Pierre, il peut se débrouiller sur quelques séquences à l'extérieur. Donc, certes, c'est une petite lacune, mais ça reste quand même très minime par rapport à tout ce qu'il apporte en défense. D'ailleurs, la VAR confirme que le plus gros, la plus grosse moyenne de rebond sur un joueur d'OKC sur une saison, c'est bien évidemment Mm. Russ, évidemment, qui est à Ah ouais, 11 points, qui est à 11,1 sur la dernière année OKC. ok. Bon, il y en a En bas 8,7, dommage. il y en a combien? 9,6 de rebond défensif, mais bon, ça faut pas le dire. Faut pas le dire. D'ailleurs, Hartenstein, en vrai, qui est le rebond offensif, elle est lui tout seul aussi pour OKC. Oui, oui, oui. Oui. Il y a Il en prend quoi, personne, il y a 3 par personne. match? Ouais, 2,9. Il y a personne qui y va, hormis lui. Deux fois, il te crée des situations de rebond off, lui tout seul, là où il se bat Ah, entre t'as trois un peu gars. Lou Dort, je trouve, qui tape la balle, mais du coup, il compte peut-être pas comme des rebonds, ceux-là. Où tu Non, sais, il bah fait. non, si c'est juste touché, ouais, c'est Ouais, quand c'est alors capté, mais Franco. effectivement, ouais, c'est Hartenstein et Lou Dort, quoi, Mm. globalement. Ouais, bon. Et j'ai envie de finir en disant heureusement qu'il était là cette année, vu les blessures et vu tout ce qui Ah, s'est le passé. pompier de service, là. Ouais, Ah ouais. heureusement qu'il était là et pour le coup, il a eu un rôle prépondérant dans la. Bah, globalement, on n'a jamais perdu beaucoup de matchs, mais dans la très bonne série où il y avait que lui aussi, que ça marchait bien. Heureusement qu'il était là. Est-ce qu'on Et peut puis, dire que c'est le deuxième meilleur joueur d'OKC sur la saison régulière? Ou le deuxième plus régulier dans ses performances? c'est ce que j'allais dire. Il y a Régulier, vraiment, oui. il Ah y a ouais, vraiment peu de matchs où je me suis dit, ben, Hartenstein, il est passé à côté. Parce que il comme n'y en je, a pas. comme je disais, il apporte toujours Oh d'une si, il manière y ou en d'une a, il y autre, en en a. fait. Ouais, il y Mais en a, même, mais il y en genre a dans les vraiment mois de peu. no recap, il y allait quoi? 3 fois, 4 fois sur Je sais 80. je sais Pas pas, beaucoup, hein. je me souviens le premier match à Cleveland là, celui que tu perds là, il est pas bon, hein. Défensivement, il est pas bon, il prend une sauce. Offensivement, Il y en a. je crois il score quand même Ouais, sur ce match. offensivement, il est bon, mais alors défensivement, il prend une sauce là Ouais, ouais, par, défensivement. Après, défensivement, sur ce match, on prend globalement une énorme sauce. oui, Tout le oui, monde. oui, oui. Mais je sais plus, C'est la il meilleure y a attaque de la ligue. je sais plus quel match, en particulier, mais je me souviens vraiment d'un match où j'étais en mode: «Ouah, il est vraiment mauvais là sur ce match-là», mais je me rappellerai plus lequel. Non, mais il a été très régulier, ouais. Il a été Franchement, très régulier, ouais, quand même. donc rien à dire sur Hartenstein qui s'avère être une bonne signature pour l'instant, en tout cas. On Qui verra en revient. playoff s'il vaut On ses verra. 30 C'est patates. pour ça C'est que je dis sûr. pour l'instant. On passe à Cason Wallace maintenant. Ça va être un peu plus dur. On va voir comment on va découper un peu son cas. Combien tu l'as mis, Charlie? Je lui ai mis 13 sur 20. Je lui ai mis 13 sur 20. Voilà, il a eu un début de saison vraiment compliqué. En défense, il a été tout de suite excellent. Il est resté tout au long de la saison. Voilà, le trio derrière sur les lignes arrière qui intercepte, qui est agressif, qui emmerde les points of attack, qui se sont bien relayés avec Lou Dort là-dessus. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Je ne vais pas trop m'attarder d'ailleurs sur la défense parce qu'en fait, il a vraiment été meilleur, je pense, que ce que j'attendais. Et c'est pour ça quand même que je lui mets 13. Maintenant, en attaque, comme je l'ai dit, le début de saison était compliqué. Ça me rentrait vraiment pas dedans. Et d'ailleurs, il prend plus de 3 points. Il prend plus de 3 points. Il prenait plus de 3 points l'année dernière que cette année. Peut-être parce qu'il a vu que ça commençait à pas trop rentrer. Mais voilà, un début de saison compliqué. Et il s'est mis à vraiment rentrer pleinement dans sa saison, je dirais, autour du début de l'année 2025. Je me rappelle, Constant, on avait fait un podcast sur les matchs à l'Est où vraiment je l'avais trouvé impactant et je m'étais dit c'est là qu'il va vraiment lancer sa saison. Et à partir de ce moment-là, il a vraiment commencé à mettre des 3 points et à beaucoup plus se projeter vers l'avant, à être plus, à proposer plus off-ball et à marquer un petit peu plus de points.
Il a eu un mois de mars, je crois, vraiment énorme. Et voilà, l'adresse revient au meilleur moment parce que les playoffs arrivent et de toute façon, ce qu'on lui demande, c'est de mettre dedans en playoff et de continuer à être le pitbull qu'il est en défense. Donc voilà, je mets la note de 13. Je reste quand même sur ma fin, même si globalement, ça reste assez correct. 12. Je vais toujours mettre un point en moins, quoi. Je vais toujours mettre un point en moins. Non, mais de toute façon, si vous voulez commencer à juger si vous voulez commencer à juger l'adresse des joueurs du Thunder à 3 points, c'est ça, vous prenez le 1er janvier. Voilà. Ça marche pour tout le monde, le 1er janvier. Ça marche pour Joe, ça marche pour Caruso, ça marche pour Kayson. Parce que Kayson, il est à 41% à 3 points depuis le 1er janvier sur plus de 3 tentatives. C'est très honnête. Alors, effectivement, c'est très honnête. Début de saison, je peux pas lui mettre une plus bonne note, enfin une meilleure note que ça, parce que le début de saison est trop cata. Il y a 20 matchs, Shea il perd 1 point, Kayson, j'ai envie de dire, il en perd 2 sur les 20 premiers matchs où il est catastrophique, même les 25 premiers matchs où il est absolument catastrophique, où tu le vois pas. Défensivement, il est très bon, mais j'ai envie de dire que c'est un peu les attentes qu'on avait sur lui, donc il a pas excédé les attentes qu'on pouvait avoir. C'est le même Kayson que l'an dernier. Par contre, oui, il y a une montée en puissance au fur et à mesure que la saison progresse qui est assez impressionnante. Et puis surtout, au-delà de son adresse à 3 points, je trouve que balle en main, il y a des séquences, pas de domination, mais il y a vraiment des séquences d'autocréation, de drive que je trouve très intéressantes. Alors, c'est que un petit échantillon, c'est que des flashs, ça demande à être développé. Mais quand tu vois certains aspects de balle en main, notamment le match à Détroit, là où il n'y a personne, en fait, c'est Kayson et Shea qui te lead tout le match offensivement, tu te dis, OK, là, il y a des vrais trucs où Kayson Wallace est capable d'avoir un vrai impact. Là, c'est une très bonne défense. Donc, on va voir comment ça va se passer sur les playoffs là aussi. Je lui mets 12 parce que le début est trop mauvais et que finalement, il n'a pas tant augmenté son rôle, il n'a pas tant augmenté son volume que ce qu'on pouvait prétendre au début de saison. Tu vois, avec le départ de Josh Giddey, on se disait potentiellement c'était Kayson qui allait être le bénéficiaire de l'augmentation en termes de usage. Finalement, si vous regardez ses moyennes, que ce soit de points, que ce soit de passes, que ce soit de rebonds, il n'a pas non plus énormément progressé. Il fait un petit. C'est surtout au point où il n'a pas progressé, j'ai envie de dire, mais il ne fait pas non plus des x2, x3 partout, quoi. Par contre, il y a un truc où il a progressé, c'est la provocation de turnover. Là, pour le coup, le playmaking défensif. Alors, il y en a 2-3 qui sont capables de le faire, ok, ici, mais vraiment la provocation de balle. Et même pas forcément sur les lignes de passe, juste sur le dribble. C'est main à main l'attaquant qui va perdre la balle parce que Kayson a des très bons réflexes et est capable de choper la balle. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est extrêmement valuable chez lui. Donc, ouais, je lui mets 12 parce que la dynamique est positive. Et le début, il part vraiment trop bas pour que je puisse mettre une meilleure note que ça. Je pense que défensivement, en fait, il y a tellement des bons joueurs à côté de lui qu'on sous-estime presque ce qu'il peut faire. Parce que je pense que tu le mets dans un roster où c'est lui le meilleur défenseur en point of attack, il est vraiment très très fort, je pense. Mais il était déjà l'année dernière. Hein. Et après, juste sur ses progrès, je pense qu'il a pris un peu de coffre et d'impact. Il est un peu plus résistant, je pense, face au un peu plus gros gabarit, même si ça reste pas son fort, un peu plus résistant dans cet aspect-là. Et après, moi, Constant, c'est l'aspect création balle en main, mais moi, il m'a surpris sur beaucoup de choses sur ça. Sur de la transition, sur même de la semi-transition. En fait, il a un contre un, mais avec un peu de vitesse où il va passer le joueur, il va les finir. Il a vraiment un bon toucher auprès du cercle. Et en fait, je pense qu'on l'avait tellement matrixé l'année dernière en mode free and D d'OKC qu'on a oublié que c'était aussi un meneur de jeu potentiellement et qu'il avait été formé comme ça et qu'il avait été drafté sous cet aspect-là. Hein. Donc on avait des doutes sur sa capacité à créer, etc. Mais il a montré quand même des très bonnes choses là-dedans. Et puis il est vraiment fort sur cut et sur le dunker spot. C'est l'un des meilleurs, je pense, du roster pour faire ça. Parce qu'il a du très bon toucher. Il a des tentes sèches et des tentes lancées. Je pense la meilleure de l'effectif. Le dunk qu'il met quand il récupère la balle en haut 3 points, il fait genre 1 ou 2 dribbles, il monte sur tout le monde. Là, athlétiquement, il y a quand même ça cause quand même pas mal. Et après, en termes de responsabilité, il a quand même gagné en minutes. Alors, c'est pas pour jouer beaucoup balle en main, mais je trouve que dès qu'il est sur le terrain, globalement, il se passe des bonnes choses. Il est rarement négatif. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant par rapport à d'autres où c'est un peu plus incertain. Je trouve que lui, dès qu'il est là, ça marche plutôt bien. Après, effectivement, le début de saison, offensivement, ça allait pas. Ça a cliqué petit à petit dans la saison. Mais pour ses progrès balle en main, je vais quand même mis 14. Je note très bien cette année. J'ai dit
C'est généreux, hein, parce que la perte d'efficacité, elle est notable par rapport à l'an dernier. Ouais, alors après, moi, je pense qu'on le savait qu'il allait peut-être baisser un peu, parce que l'année dernière, il mettait tout. Enfin, il était vraiment adroit et ça avait baissé en playoff. Je pense que là où on est maintenant, on est plus près de la réalité. Et il est un shooter honnête. Hein. Après, il a eu 2 phases cette année. Il faut voir, faut trouver cette moyenne-là, mais je pense qu'on est plus près de la vérité. 35, là, comme il est sur la saison, quoi. Ouais, 35, Oui, je pense, 35. ouais. Je pense qu'il faut qu'il arrive à être ça tout le temps et pas à faire 20 et 40, quoi. Enfin, en gros, quoi. Ouais, bah ça, c'est l'attrait de tous les shooters, j'ai envie de dire. Mais Ouais. tu vois, il a pas, en soi, il a pas tant augmenté son volume de 3 points que ça. C'est juste que son Non. ratio tir Non, non, tenté, non. 3 points tentés a baissé par rapport à l'an dernier. C'est Non, il juste a baissé, effectivement ouais. les points positifs. Enfin, ce qu'on a vu de Kayson Wallace cette année qu'on n'avait pas vu l'an dernier, c'est les séquences de création balle en main, les séquences d'autocréation. C'est juste que pour moi, tu n'en as peut-être pas assez vu pour vraiment, mais tu vois, comme tu as fait, Pierre, pour booster encore plus la note. Ah, moi, je trouve que t'en as vu pas mal quand même. Hein. Surtout en fin de saison, là, il y en avait quand même pas mal. Hein. Sur la fin de saison, ouais, mais du coup, j'ai pas envie d'être un peu trop biaisé, tu vois, par Ouais. les 15-10 derniers matchs. En fait, ouais, c'est ça. Puis, je pense que si, ouais, sur la fin de saison, on l'a quand même un petit peu plus laissé la balle en main et on lui a plus dit, bah vas-y, joue. Mais je pense pas que ça se rapproche de ce qui va se passer en playoff ou dans des grands matchs, tu vois. Moi, ça me choquerait pas que 2-3 fois en match de playoff, il arrive à mettre un drive, il arrive à Ça mettre me un ferait truc. kiffer, hein. Ça me ferait kiffer, Franchement, mais je sais pas si ça va arriver. C'est la question. Et tu peux. Après, c'est la répétition, j'ai envie de dire, mais tu vas l'avoir à un moment. Forcément. Déjà, si tu attaques à 4 contre 3 parce qu'ils sont tous en train de doubler, déjà, tu vas Oui. l'avoir à un moment. Il va avoir des tirs, il va avoir des choses, là, c'est sûr et Ah, c'est certain. sûr. Bon, cas un peu plus épineux peut-être à voir. Chet Holmgren, plus difficile à noter en tout cas. Ah ouais. Je vais y aller parce que c'est à moi. Je lui ai mis 13, c'est ma pire note pour l'instant. Alors, pourquoi? Parce qu'il a joué 32 matchs, donc c'est assez dur à analyser. Et en plus, il y a eu 2 temps quoi, dans la saison de Chet, hein, le début et la fin. Honnêtement, sur le début de saison, je lui mets au moins 18. Je pense Il a le que meilleur joueur d'OKC au moment où il se franchement, blesse. il était, on a Tonitruant. dit, potentiel deep boy, jeu En offensif attaque. qui se développe, Ah ouais. le tir est là, il y a sa drive, il provoque, enfin vraiment fort, 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 fort. Puis la blessure et depuis le retour, c'est quand même c'est normal, il y a besoin de rythme, il y a besoin de reprendre confiance, il y a beaucoup de choses. Il est moins dominant, il est moins bon, mais bon, ce qui était prévisible. Hem, je trouve que, bon, défensivement, il pourra toujours faire basculer un match. Il le fera toute sa carrière, je pense. S'il décide à un moment de fermer la raquette et d'effrayer tout le monde, il le fera et ça peut arriver. Je pense que certaines équipes ne rentrent plus dans la raquette parce qu'il est là. Donc ça reste quand même une chose très valuable. Après, offensivement, il y en a toujours encore en recherche, quoi. Le tir est là, j'ai quand même l'impression. Même là, post-blessure, je trouve qu'il a fait un match d'ailleurs à 6-3 points, 7. Donc, Ouais, le match perdu à Houston. Pas si mal. Je le trouve très agressif, parfois peut-être trop, un peu encore une fois, en ce mode où il se fait balancer de tous les côtés, le dribble est compliqué, mais il est très agressif. Il a provoqué pas mal de fautes d'ailleurs sur la fin de saison, ce qui était assez intéressant et qui est un bon axe de développement pour lui. Après, là, dans la sanction des switches, dans sanctionner le défenseur, le passer, et cetera, se trouver des tirs faciles, c'est encore un peu dur. J'aime bien quand même qu'il y ait des situations, notamment sur les débuts de match et les débuts de seconde mi-temps, où il est très recherché. J'ai l'impression qu'on se dit, on veut le mettre en confiance, on veut qu'il ait des ballons en début. Donc il est souvent très agressif sur ces périodes-là. Et il y a des situations aussi où il reçoit la balle poste haut au niveau des lancers francs, qui sont assez favorables pour lui, il peut faire pas mal de choses, qui sont assez intéressantes. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas d'ailleurs, un Thunder Screen. Comme quoi, c'est bien utilisé, le système qu'il utilise. Mais ouais, il y a des bonnes choses, mais je peux pas lui mettre plus parce qu'il a joué 30 matchs, quoi. Il a joué 30 matchs et ça limite trop sa progression depuis sa draft, où il est là 50% du temps, en gros. Même pas, moi. du coup. Et c'est ce qu'on avait dit une fois, on a dit il est là 50% du temps, donc c'est dur. Et après, avec Hartenstein, il y a eu des bonnes choses dans son utilisation en 4. Il y a eu du tir, il y a eu des end-off, il y a eu des cuts aussi qui ont été intéressants sur du short roll, il y a eu des choses comme ça, il y a eu des choses moins bien. Mais je trouve que prometteur, c'est un grand mot, mais déjà, ça a le mérite d'exister, et c'est pas inintéressant de l'utiliser, et c'est pas un truc où on se dit ça faut pas le voir, ça marche pas, vraiment. Donc 13, mais 13 où j'ai envie de mettre plus, mais c'est impossible.
12 pour moi. Oh. Pareil, pire note jusqu'à maintenant. Ben, tu as dit beaucoup de choses et je vais pas répéter, mais voilà, blessé, c'est difficile déjà à noter et on peut pas vraiment mettre plus. Voilà, comme tu l'as dit, début de saison tonitruant et ben, là, forcément, on reste un petit peu sur notre faim. Peut-être que mes attentes sur son retour étaient un peu hautes, mais j'espérais que là, sur les derniers matchs, il soit un peu en rythme et qu'on retrouve un petit peu plus de domination de sa part. Là où je trouve que c'est quand même encore poussif. Évidemment, on n'a pas pris de risque, on l'a encore fait rater des matchs, etc. Mais voilà, j'ai eu du mal à trouver vraiment. Il y a eu des grosses perfs, mais j'ai trouvé quand même cramé à certains moments. Comme tu l'as dit, en attaque, le dribble, c'était compliqué, difficulté à faire son tir, à quand même bouger autour d'Artenstein, etc. Donc, je reste un petit peu sur ma faim, même si défensivement, tu l'as dit, il y a des matchs où juste il est injouable et il te fait basculer un match. Le tir, sur le retour, j'ai trouvé que c'était compliqué, que ce soit dans la mécanique et même dans les pourcentages. Maintenant, sur le mois d'avril et là, sur le mois d'avril, le mois de mars, j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux. Donc, en espérant que ça continue en playoff et qu'en playoff, il nous montre un meilleur visage que ce qu'il a montré là sur la fin de saison régulière, même si c'était quand même très bien. Mais moi, je ne peux pas mettre plus que 12. 12, pareil. C'est peut-être parce que c'est Chet que j'ai la même note que vous, et que j'ai un peu, au plus ou moins la même note que vous, parce que je suis un petit peu biaisé lorsqu'il s'agit de parler de Chet Holmgren. Début de saison extraordinaire, c'est le meilleur joueur de KC, je maintiens, surtout avec ce que j'ai dit sur les 10 premiers matchs de chez. Et après, il y a la blessure, et après, il y a le retour, puis après, il y a reblessure, puis il y a re-retour, puis il y a re-re-re-blessure. Enfin, même quand il est revenu, il était jamais vraiment là tout le temps. Donc c'est aussi le point négatif avec Chet, c'est que il te loupe un match par-ci par-là. Donc c'est difficile de te remettre en jambe quand tu loupes, quand tu joues un match, puis tu joues une mi-temps d'une autre, et puis tu te reblesses, puis tu reloupes le match d'après, puis tu reviens à celui d'encore après. Enfin, c'est compliqué hein, de noter la saison de Chet. Défensivement, il y a pas de débat sur son impact défensif. 45% de réussite pour les équipes adverses sur les tirs défendus au cercle par Chet. Il n'y a que Ganis qui fait ça sur ses très grandes saisons avec Roy Hibbert et Andrew Bogut sur les 10 dernières années. Donc, quand il n'y a que 3 mecs qui défendent mieux le cercle que toi, bah, sur les 10 dernières années, ça vaut le coup d'être noté. Après, offensivement, à quel point il souffre de l'association avec Hartenstein, ça aussi, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Pour moi, c'est pas un poste 4 naturel. C'est pas un poste 4 naturel. Les minutes avec Hartenstein sans Shea étaient bonnes. Les minutes avec Hartenstein avec Shea était pas bonne parce que soit t'arrivais dans du Shea qui forçait ses trucs ou on essayait de le mettre un peu en mouvement ou alors on essayait de lui donner des situations où il pouvait marquer et ça marchait pas. Soit bah, tu essayais, soit tu étais transparent et il se transformait un peu en spot-up shooter, ce qui s'est retrouvé sur certains matchs. Donc oui, il faut essayer de trier un peu le bon et le très bon de ce que Chet a pu proposer depuis son retour. Franchement, rien que pour le match à Boston où il est extraordinaire, bah, tu peux pas dire que Chet est revenu avec un niveau moins bon. C'est juste que il a fallu peut-être un peu de temps pour se remettre en jambes, mais le match face à Boston, il est extraordinaire. Le match que tu vas gagner là face aux Suns, bon, il y a personne du côté des Suns, la rotation intérieure des Suns. Certes, il y a personne, mais il est quand même très bon. Le match là que tu vas remporter face aux Pistons, là, le deuxième à OKC, il est extraordinaire aussi en termes de capacité à contrer, en termes de présence au rebond, de playmaking, il est très bon. Donc ouais, moi je lui mets 12 parce que je peux pas mettre plus parce qu'il a été absent, parce qu'ensuite il est revenu par intermittence, mais il y a toujours ce plafond défensif qui est absolument dingue. Et même quand il est revenu, il y a quand même 2-3 matchs où le gars domine, où tu es en mode bon, on voit que ça reste quand même Chet Holmgren malgré la blessure, même si c'est pas le Chet Holmgren du début de saison. Un peu moins de constance en vrai, tu vois, il y a eu des pics Oui, en fin de saison vraiment Ouais, c'est énormes et ça. ouais, c'est ça. Et des fois tu fais: «Ouh là, on est retombé dans la rouille un peu Ouais, là». c'est ça. Ouais, c'est ça. Après oui, il y a eu des perfs où tu dis: «Ah, ça fait plaisir quand même de le revoir et de le Mmh mh. revoir à ce niveau-là». Donc on verra en play-off peut-être aussi pour Je lui, suis hein, vraiment honnêtement. curieux de voir en playoff s'il va réussir à être un peu de constant ou si ça va être pareil, vraiment, un match oui, un match non, tu vois?
Alors, personnellement, je pense que c'est pas la campagne des playoffs où il faudra en entendre le plus de Chet offensivement. Ouais, c'est pas c'est cette année. Je pense aussi, ouais. Oui, je suis d'accord. mais oui, non, mais c'est sûr. Après, si tu mets une quinzaine de points avec une efficacité relative, c'est déjà. Voilà, hein. Ça sera Oui. très bien, je pense. Hein. Mais il va pas Ouais. falloir s'attendre à ce que si J-Dub fait pas l'affaire en tant que deuxième porteur de balle ou en tant que second créateur, il va pas falloir compter sur Chet pour qu'il le soit. Bah, je pense que personne ne compte sur Chet pour ça. Hein. Bah, je pense Après, qu'il y a il- quand même pas mal de gens qui croient dans la Ah capacité ouais? de Chet d'être un peu dominant. Tu vois, pas sur du dream, mais d'être quand même un peu dominant. Moi, j'attends juste défense élite et Ouais. éventuellement mettre des 3. Parce que lui, ça pourrait être un facteur X sur l'adresse. Ou s'il On l'a bien vu l'an dernier, les 3 points Ouais. de Chet quand il Ouais, tombe c'est pas en ça. playoff. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, ouais, si tu arrives à le laisser sur le terrain avec Hartenstein qui met des 3 et tout, ça, c'est quand même une autre gueule offensivement. Donc, à voir. Bosser le cardio. Ouais, aussi. Aaron Wiggins? Ah, là aussi, on a un petit Il est cas d'école. 7ème en nombre de minutes. Ouais. Ça a bien progressé. Hein. Ah Il là a bien là, augmenté. On est plus c'est- sur des fois il joue, des fois il joue pas. C'est une Ça, victoire pour lui c'est à déjà. Constant, je crois, d'y aller. Vas-y, Constant. Ouais, 16. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la saison d'Aaron Wiggins? Bon, allez, ça s'est quand même bien calmé. Bon, là, il y a les matchs qui servent à rien. Là, donc, bon, on peut dire un peu ce qu'on veut. Enfin, il a bien augmenté son moyenne sur les derniers matchs là, qui servent à rien. Parce que les 2 matchs face aux Lakers, bon, il est inexistant. En fait, il est parti très fort. Il a loupé 10 jours à cause de son problème au tendon d'Achille. Et quand il est revenu, tu avais l'impression de récupérer le Aaron Wiggins du mois de novembre. Quoi. Mais il y a quand même 2 blocs là de novembre jusqu'à fin mars. Non, allez, de décembre, parce que décembre, il ne joue pas beaucoup. De janvier jusqu'à fin mars, tu as 3 mois et demi. Donc, en gros, tu as 2 tiers de saison régulière où il est très bon. Donc, il a été là offensivement quand J-Dub n'était pas toujours bon. Il a augmenté son volume à 3 points. Il a gardé plus ou moins la même efficacité. Il y a des séquences d'autocréation qui sont intéressantes. Il va chercher des lancers. Le playmaking est toujours présent. Enfin, non, la saison, défensivement, il est moins catastrophique que ce qu'il était en début de saison. Il a bien progressé aussi. Donc, non, la saison d'Aaron Wiggins, c'est extrêmement satisfaisante. Et pour le coup, lui, c'est un joueur. On en a parlé avec Jet, on en a parlé avec Jet. Lui, c'est un joueur qui potentiellement, de par sa capacité à créer, peut te faire tourner des séries. Ou de par sa capacité à augmenter son volume à 3 points, de prendre un gros volume à 3 points. Potentiellement, lui, il peut, sur un match ou deux, te faire basculer potentiellement un match. Donc voilà, c'est Aaron Wiggins, très satisfait de la saison d'Aaron Wiggins, qui s'est enfin révélé comme le joueur un peu polyvalent, un peu cette espèce de couteau suisse plus offensif que défensif, dont tout cas ici avait grandement besoin. Tout à fait. Bah, moi, j'ai la même note que toi, figure-toi. 16 sur 20, voilà. Il a énormément pris en responsabilité. Voilà, il a presque doublé au scoring et en nombre de tirs. Il a enfin ses minutes régulières parce que là juste, il est trop bon pour pas lui donner, pour pas qu'on lui donne des minutes. Mais voilà, en vrai, il y a quand même une certaine régularité sur la saison, même s'il y a quelques trous. Et il y a quand même je crois, ouais, c'est le mois de février où il est juste injouable, où il a sa perf à 41 points et je crois sur le mois, il est à 18-19 points. Il a 19 points de moyenne en à 54, 45%. 46, 91. Ouais, voilà, c'est dingue. C'est juste dingue. Donc, en fait, à côté de Shai et de J-Dub, ta troisième option offensive en termes de création pour soi-même, c'est clairement Aaron Wiggins. C'est pas Chet, c'est pas quelqu'un d'autre, en tout cas pour l'instant. Maintenant, est-ce que c'est viable en playoff ou dans des grands matchs? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur ce qu'il a montré, c'est sûr que c'est lui. Il continue de grappiller et on peut dire qu'il mérite amplement son contrat. Et comme tu l'as dit, il pouvait agacer en défense en début de saison. Et je l'ai trouvé quand même beaucoup plus concerné à partir de la mi-saison jusqu'à maintenant. Donc voilà, meilleure saison de sa carrière aussi. C'est clairement le MIP du Thunder, je pense qu'on peut le dire. Non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter, à part que même Daigneault et le staff avaient ciblé Wiggins pour augmenter son nombre de tirs à 3 points pris. Il l'a fait et de manière en augmentant son efficacité. Non, elle reste bien, mais pas l'efficacité, mais non. Quand tu passes je de mélange avec 1.6 à quasi 5 et que tu passes, bon, les Ouais, 40% sont acceptés. Ouais. Mais il reste quand mais même. il a augmenté son ratio aussi, il me semble.
Oui, large, pas Il, large. il reste quand même là, il a vraiment progressé là-dessus. Il apporte vraiment un aspect. En fait, depuis il y a eu le podcast sur Cam Johnson, où est-ce qu'on le trade pour avoir de la quantité à 3 points et de l'adresse, tous les role-players se sont réveillés. Ils ont dit, oh là, non, il faut qu'on mette dedans. Non, mais lui, il a bien répondu présent sur de la quantité, sur de l'adresse. Et puis, on en avait parlé avec Constant. En termes d'auto-création, il est top 3 de l'équipe et peut-être pas troisième. Ouais, si, quand même, parce qu'il y a souvent des défenseurs moins bons. Hein. Il y a un moment, il y a un moment. Sur le mois de il y a- février, oui. Sur le Alors, mois de Il y a, oui, février, il y voilà, a c'est 6 ça le semaines, truc. il y a 6 C'est ça semaines. le truc. mais- Et souviens-toi de l'épisode qu'on a fait constant, on disait actuellement à qui tu donnes la balle en fin de match, on a dit Aaron Wiggins. On n'a pas Ouais, mais dit ça, parce qu'il était ça, chaud. ça Parce s'est qu'il était calmé entre chaud. temps. Je suis d'accord avec vous que sur la fin de saison, J-Dub, il est bien repassé devant. Je suis d'accord. Voilà. Mais Voilà, il y a quand un même. moment, de la saison où tu t'es dit, bon, on va peut-être lui donner plus la balle à lui parce que c'est lui le deuxième scoreur du Thunder et que tu avais besoin de cette autocréation. Et puis là, il a une confiance, je pense, assez folle en son tir et ses capacités offensives, peut-être trop des fois. Il y a une angle de match où c'était presque un peu saoulant, il tirait, il mettait pas dedans et effectivement, il a pas apporté là contre les Lakers, il était pas bon. Donc bon, ça c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, globalement, lui, il peut te faire basculer plusieurs matchs de playoff, je pense. Hein, Ah où oui. t'es un peu bloqué, il rentre, il te met plus de 20 points et faudra t'y attendre, quoi, parce qu'il est vraiment capable de le faire. Autant l'année dernière, c'était un peu, on disait ça en demi-mot. Là, c'est clairement une attente qu'on peut avoir de l'avoir en joker de luxe de playoff, six-man qui apporte du scoring, quoi. Alors, En 6 fait, semaines, ça, il je peut suis pas sûr. vraiment. Ah, Il peut six-man dans vraiment. le. Dans le Franchement, si tu le registre, fais. Oui, dans le registre, tu vois, dans le registre Ouais. six-man scorer Dennis Schroeder, tu vois. ouais, parce que en termes de temps de jeu, vous regardez les Non, 7 qui sont Ouais, absents. Pour ouais. moi, c'est les 7 qui jouent le plus en playoff. Hein. après, s'il est vraiment fort offensivement, il a moyen que ses minutes augmentent beaucoup. C'est arrivé aussi, hein. Ouais, ça Mais c'est dépend de sûr. la Surtout qu'il physionomie d'une peut, il série. peut Hein. Oui, vraiment, oui. il peut vraiment exploiter les trappes faites sur Shea. Donc c'est possible que ouais, ses minutes augmentent s'il est bon et qu'il garde cette confiance parce que c'est sûr que on le sent de toute façon dans ses drives, dans ses tirs, qu'il a clairement confiance en lui. Et c'est ce qu'il nous faut en playoff, en espérant que l'efficacité telle qu'elle est maintenant reste. On espère il a profité de ses 35 points de moyenne sur la fin de saison, sur les 3 derniers matchs Voilà. pour prendre de la confiance. Un autre qui a pris de la confiance, je pense, en fin de saison. Bon, pas le dernier match, mais Pas le l'avant-dernier, il a dernier. pris l'avant-dernier, il a pris de la confiance un peu. C'est Isaiah Joe. Combien tu l'as mis, Charles-Élie, au compère de Wiggins maintenant, parce qu'ils ont eu le contrat en même temps, ils vont être tout le temps associés un petit peu, ces deux-là. Et ben moi, Joe, je lui ai mis 14 sur 20. Voilà, une note correcte pour Joe. Comme pas mal de role-players, le tir n'était pas là en début de saison. Voilà, sur les 2-3 premiers mois, ça ne voulait pas rentrer. Ça tournait autour des 35%. Donc, c'était clairement pas terrible pour un joueur qui, clairement, son rôle, c'est de mettre des 3 points. Et au-delà de ça, en Rien. défense, c'est clairement en vrai, le pire défenseur du Thunder, même ça reste un défenseur honnête, mais clairement, physiquement, il s'est beaucoup fait cibler de temps en temps. Donc, s'il ne met pas dedans, ça devient très compliqué de le laisser sur le terrain. Mais l'année 2025 a commencé et Isaiah Joe a complètement pris feu. Voilà, c'est juste fou. Il a sorti, je crois, un mois de janvier à 49% de loin. Il a mis des cartons assez énormes. Il en a mis un contre New York, je crois contre les Nets à ce moment-là. Et là, plus récemment, il en a mis contre les Bulls, contre le Jazz. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui peut prendre feu en espérant que ça arrive sur les playoffs. Parce que pour moi, Isaiah Joe, ce que j'attends de lui en playoff, c'est ça, c'est vraiment de faire basculer un match où on se dit, bah là, s'il n'y avait pas eu Isaiah Joe qui te plante je sais pas, un 5-6 sur 8 à 3 points, bah, ce match-là, tu l'aurais peut-être pas pris, quoi. Donc voilà, je lui mets 14, une note correcte, bien rattrapée quand même par sa deuxième partie de saison où il a enfin mis dedans et où il s'est aussi habitué à la nouvelle disposition avec Hartenstein qui lui a fait beaucoup de end-off, etc. Il a encore du mal à mettre ses tirs, mais il faut qu'il s'y fasse.
Là où il a été quand même le plus efficace, c'est au catch and shoot. Je crois qu'il est à 45% sur l'année, ce qui est quand même plus qu'honnête. C'est pas le pire défenseur du roster. Hein. Clairement Sur pas. les, Physiquement, sur les lignes Wiggins, arrière, sur les lignes arrière, Wiggins, J. c'est moins Michel est bon moins bon que défenseur. lui. Hein. Et J. Michel, moins bon que lui, je oui, pense et aussi. Jay Mitchell. Bah ça compte pas. Ça. Mais Voilà, Jay Mitchell, Bah, et début de saison, avant qu'il se blesse, Oui, il jouait oui. 15 minutes par match, les gars. Oui, mais bon, Oui, c'est vrai. ça Mais relève, là, ouais, je le comptais plus. Mais sinon, Isaiah Joe. c'est pas un moins bon défenseur que Wiggins. En tout cas, il met plus de volonté que Wiggins. C'est juste que physiquement, Il met plus de ouah, volonté, mais il est compliqué. plus. Enfin, on va plus le cibler, quoi. La défense va plus le Ouais. cibler. Et Bon, il est plus ciblé sur des situations d'ISO post-up et sur de la défense collective. T'inquiète pas que Wiggins, il est bien ciblé aussi. Hein. Mm. Surtout en début de en saison. tout cas, c'est plus visible pour Joe, je trouve. Mm. Pour Ouais, Wiggins, parce que c'est c'est du 1 quand même contre 1, c'est du 1 que contre 1 pour pur, des Wiggins fois. qui est quand même assez long et qui peut s'en sortir grâce à son physique, tu vois. Mais qui fait pas les efforts que fait Joe. Non, C'est moi sûr. je lui ai mis 14 aussi. J'avais mis 16 à Wiggins, je crois que je l'avais pas dit. Donc on était tous d'accord. Je lui ai mis 14 à Joe. Début de saison compliqué. Après, le tir est revenu, donc ça faisait plaisir. C'est un spécialiste de toute façon. C'est l'un des seuls du roster qui est vraiment spécialiste sur une seule chose et qui est unidimensionnel. Il y en a un ou deux autres qui s'en approchent, mais lui, c'est vraiment le standard du joueur qui a un skill, mais qui le maîtrise à la perfection. Je pense que son début de saison, il est aussi dû, il l'avait dit, hein, à une évolution des tirs qu'on lui a donnés, qui n'étaient pas des tirs qu'il avait l'habitude de prendre. C'était plus son petit pick and pop avec Shea, c'était plus ses spot-up à 45 degrés, c'était un peu différent. Prendre des tirs en end-off, en sortie d'écran, ou quand Hartenstein te donne la balle entre les jambes, c'est un peu plus compliqué à réaliser que le tir classique. Et il s'est bien adapté à ça, tu l'as dit, Charlie, au fil de la saison, je trouve, où de plus en plus ces actions-là, elles sont déterminantes. Et je trouve qu'il a quand même l'intelligence aussi de bien jouer autour de ces écrans-là. Le match à New York, l'un où il se débloque un peu offensivement, il met des end-off en tir, il met des backdoors parce que ça va le défendre le tir, il met je prends la balle, je fais un dribble, je tire à mi-distance. Il a tout fait. Et ça, pour le coup, ça apporte quand même une dimension offensive et une mini-option supplémentaire à tout ce que pourra avoir OKC si c'est viable en playoff. C'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça. Et juste pour ajouter, il a eu encore une fois de plus en plus de systèmes un peu avec des écrans non porteurs. Il y a notamment un où Shea joue le post-up et il reçoit l'écran d'Hartenstein pour ressortir dans l'axe. Il y a des actions comme ça qui sont très intéressantes pour lui et qui apportent pas mal de spacing. Après, lui, quand il met le premier dedans ou quand il commence de prendre feu, après, il tire de loin et là, il est lancé, quoi. C'est quand même un joueur de série, je trouve. Ouais, c'est un joueur de série. Enfin, n'empêche qu'il est à 45% à 3 points sur plus de 6 tentatives depuis le 1er janvier. Quoi. C'est quand même... La série, elle est dure. Hein. C'est l'os, là, ce non, mais tu vois, il y a des matchs où il va rien mettre et parce qu'il va faire 2 sur 10 et il y a des matchs où, par contre, il a pris feu dès le début, il va être à 7 sur 8, quoi. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Ouais, mais des fois, il est un peu là-dedans. Il y a moins d'irrégularité, je trouve, que pour Dort, que pour J-Dub. Enfin, voilà, je trouve quand même que... Moi, j'ai mis 14. Hein. Finalement, c'est peut-être juste sur les plus gros joueurs que j'ai sanctionné, j'ai noté de manière un peu plus sévère. Ouais, bah, normal. Mais non, moi, je trouve que la saison de Isaiah Joe, elle est très bonne, elle est dans ses standards. J'aurais peut-être enlevé des points s'il faisait pas les efforts défensifs, mais là, juste de ce qui pâtit, c'est son physique, quoi. C'est juste, il est frêle. Bon. Ça, pour le coup, ça m'inquiète un peu en playoff. Face à des équipes qui vont beaucoup jouer les mismatchs, tu vois, typiquement les Lakers. Ouais, il y a des situations là où LeBron il joue un post-up sur lui, t'es en mode bon, alors comment ça va se passer? Ça va très mal se passer cette affaire. Donc c'est peut-être lui qui peut être potentiellement sanctionné par les attaques adverses. Sauf que bah offensivement, il t'apporte tellement que va falloir faire un choix. À un moment, c'est que tu disais Pierre, c'est un spécialiste, mais c'est le seul qui est capable de faire ça. C'est le seul qui est capable de prendre ce type de tir, ce régime de tir, qui est capable d'avoir cette adresse, cette complémentarité avec chez Gilgeous Alexander. Enfin voilà, les défenses, quand tu as une défense de zone et que le mec a 45, donc qui est one pass away, c'est Isaiah Joe, tu as un tir ouvert. Bon, c'est pas forcément les tirs ouverts qui rentrent le plus, mais pour le cas d'Isaiah Joe, mais c'est toujours est-il que tu as une situation de quasiment, tu as 50% de chance de marquer 3 points si jamais tu as une zone et que c'est le Joe qui est à côté de chez, au lieu d'avoir, je sais pas, peut-être plus d'or ou un J-Dub. Donc, non, moi je trouve que l'association avec Hartenstein, comme vous l'avez dit, s'est bien développée au fur et à mesure de la saison. L'association avec Jalen aussi, ça se voit que les deux ont joué à Arkansas. Hein.
parce que les deux se trouvaient quand même les yeux fermés sur les yeux fermés sur la fin de saison. Mais voilà, moi je lui mets 14 parce qu'il fait les efforts défensivement. J'aime bien quelques situations, il le fait peut-être pas assez souvent, où il utilise justement le fait que ce soit un shooter avec les défenses sortent sur lui pour finir au cercle, où du coup il est wide open. Notamment Hartenstein le trouvait bien sur certains matchs où tu avais Joe qui se projetait vers le panier et souvent Hartenstein lui faisait une passe potentiellement dans le dos de la défense. Donc peut-être un point sur lequel tu peux un peu plus l'exploiter, un peu plus travailler, un peu plus développer. Mais effectivement, c'est un joueur qui restera limité, je pense, dans son temps de jeu et dans sa productivité par son physique, à mon avis. Il y aura d'autres profils qui passeront devant. Il sera cantonné au rôle de shooter d'élite, mais que ça, j'ai envie de dire. En plus, il est athlétique. Enfin, il jump Oui, vraiment. donc Donc bien. il pourrait finir, oui, il dunk pourrait bien, finir un peu plus au cercle. Donc, non, très bien sur Isaiah Joe. Suivant. Ah, là, on va rigoler aussi. Alex Caruso. Je crois que c'est à moi en plus. C'est à toi, Oui, vas-y. à toi. Ben, pire note pour le moment, 12. Parce qu'il m'a fait le combo match manqué, mauvais début de saison, voire très mauvais début de saison offensivement, qui fait largement baisser sa note. Bon, j'avais ce doute au moment de sa signature sur physiquement. Au final, ça s'est avéré vrai, malheureusement, j'ai envie de dire. 54 matchs joués, moins de 20 minutes par match, ça reste assez peu pour un joueur qui va toucher ce qui va toucher les prochaines années. Donc j'espère que ça se passera mieux sur cet aspect-là à venir. Alors après, par contre, il arrive à finir à 35% à 3 points sur la saison, ce qui est un miracle vu le début de saison, honnêtement. C'est miraculeux. Et puis, c'est quand même vraiment réveillé petit à petit dans la saison offensivement. On passe d'un joueur qui était défendu à 2 mètres par Draymond Green parce qu'il tirait pas et parce qu'il n'était pas agressif, à un joueur qui tire en première intention, qui met des drives, qui a remis des dunks, voilà, qui est très bien utilisé aussi parce qu'il est assez polyvalent. Il pose les écrans, il joue le short roll, et il est quand même plus à l'aise quand il y a un pivot avec lui, mais il peut un peu tout faire offensivement, et je trouve que Dane Holt s'en sert un peu de gadget sur plein de choses. Mais il arrive à pas mal s'exprimer sur ça, là, sur la fin de saison. Il est à droit, beaucoup plus agressif. On a retrouvé son côté slasher un peu plus aussi, qui n'était pas du tout présent. Donc ça, c'est intéressant. Après, défensivement, bah, il peut défendre, je pense. Franchement, il peut défendre tout le monde. Il gagne un nombre de ballons, mais c'est indécent. C'est indécent. Le playmaking défensif de Caruso, c'est indécent ce qu'il a pu produire cette année. Dans un effectif où, du coup, il a moins responsabilité d'être juste sur le porteur de balle, il est sur les lignes de passe, il va mettre des comptes par derrière, voilà, il peut encore plus s'exprimer. Et quand il a besoin, il va sur le porteur de balle et il fait du bon taf. Donc ça, vraiment, c'est quand même un outil défensif qui est assez... ouais, c'est inimaginable quand tu vois ce que tu as à côté d'avoir ça en plus, quoi. En vrai, c'est un peu abusé, j'ai l'impression, mais bon, on le savait en le signant, hein, mais voilà, c'est sur cet aspect-là, il n'y a rien à dire, quoi. Moi, j'ai mis 12. J'ai mis 12. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est le Caruso plus ou moins que j'attendais. En moins bien, j'ai envie de dire. Un tout petit peu moins bien, même si l'adresse, encore une fois, prenez à partir du 1er janvier, il tire à Ouais. 41% à 3 points sur plus de 3 tentatives. Il y a un moment, il regardait même plus le cercle en début de saison. Donc, effectivement, Caruso a quand même été sur une pente Ben Simonesque en début de saison. Il a bien réussi à se rattraper. Tu vois, tu parlais du temps de jeu, du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de matchs où il jouait plus de 20 minutes. Ça, je me demande aussi à quel point staff du Thunder l'a pas préservé sur certains matchs, a pas privilégié d'autres profils. Après, Et moi, là, je tu pense vois, qu'il a mal à la hanche tout le début de saison, en vrai. Hein. oui, non, mais Je pense qu'il est blessé la moitié de la ça, saison. Hein. non, mais ça, sur les matchs qu'il a loupés, il n'y a pas de. Même certains qui jouent, je pense qu'il est blessé, je pense. Ça, Et c'est du possible. coup, il joue peu. Mais du coup, tu vois à quel point il a été préservé, à quel point tu t'es dit, bon, Caruso, t'en as pas besoin tant que ça en saison régulière, tu vas privilégier d'autres profils. Par contre, quand il faut jouer des matchs importants et des matchs serrés, tu peux être sûr que les 30 minutes face aux Clippers, il est là. En plus, il fait tourner le match à lui tout seul. Tu peux être sûr que quand t'as pas chez Gedius Alexander, les 27 minutes avec les 100 interceptions en 90 secondes face aux Suns, il va être là et il va être productif. Donc, ce que j'aime bien avec Alex Caruso, on l'avait vu sur le match qu'il avait débuté face aux Grizzlies. Je trouve que à partir du moment où il y a des absents, allez, depuis le moment où il est revenu de sa blessure à la hanche, là, depuis le mois de janvier, là, parce que finalement, on dit que Alex Caruso, il n'a pas joué beaucoup de matchs, ce qui est vrai, hein, mais il a dû en louper, je pense, je sais pas, peut-être 6 sur les 32 derniers ou peut-être 8 sur les 34 derniers. Enfin, il a vraiment tout loupé à un moment et il est bien revenu sur la fin de saison, il était beaucoup plus présent. Et ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand il y a des absents,
souvent il step up. Match face aux Clippers, match face à Memphis, le match face aux Suns. Je trouve que dès que tu lui donnes un rôle un peu plus important et qu'il y a pas mal de joueurs qui sont out, il prend un rôle important. Et typiquement, je pense que lui et Kayson, ça va être les deux joueurs qui vont avoir le plus grand taux de minutes ou le plus grand nombre de minutes en sortie de banc en playoff parce que sa présence défensive est absolument dingue. Et en attaque, bon, il y a des lay-ups qui te loupent parfois. Tu es en mode qu'est-ce que tu me loupes là? Il y a des fois, il y a des touchés, il y a des finitions d'émeutier de la part d'Alex Caruso, mais défensivement, extraordinaire. Il fait un truc, il fait des trucs qu'aucun autre joueur de l'effectif n'est capable de faire. Et dans ce registre-là, il est plus proche, enfin, Kayson Wallace est plus proche de lui qu'un Lou Dort, j'ai l'impression. Plus dans ce registre-là, les deux en ont parlé en conf de presse aussi. Donc voilà, je trouve que la présence défensive de Caruso fait que il va être crucial à partir du moment où ce podcast sort. C'est vrai. C'est sûr. Et ben, moi, je vous rejoins à 12. Hein. Voilà, pas grand-chose à rajouter. Vous avez été très complet. Mais voilà, quand même, saison, je dirais, un petit peu frustrante de Caruso dans le sens où ben, tu savais jamais si tu pouvais compter sur lui ou pas. Un coup, il est blessé, un coup, il revient, un coup, il se reblesse. C'était assez fatigant. Mais voilà, tu viens de le dire, Constant, défensivement, c'est un grand malade. Il peut vraiment te faire basculer. Il a fait basculer d'ailleurs pas mal de matchs, mine de rien, tout au long de la saison, grâce à une succession de plays défensives. Et à un moment, il va te marquer un 3 points ou un lay-up. Et ça va te faire que grâce à lui, tu vas remporter le match, en fait. Et c'est vraiment ce que j'attends de lui en playoff, c'est de rentrer et juste d'aller à la guerre et de montrer la voie aux autres, parce que c'est vraiment cette impression qu'on a devant les matchs. Tu as vraiment l'impression qu'il insuffle un élan supplémentaire que personne dans l'équipe peut apporter, que ce soit Shai au scoring ou les autres. Vraiment, c'est différent pour Caruso, tellement ce qu'il fait en défense, c'est indescriptible en fait. Donc voilà, 12, compliqué de lui mettre plus vu le début de saison et vu offensivement quand même ce qui pêche, et vu la signature du contrat qui fait un petit peu mal. Mais On verra. voilà. On verra. On l'attend évidemment en playoff en espérant qu'il soit en bonne santé déjà. Bah déjà, ouais, vous l'avez bien dit, il a pas peur de prendre des responsabilités, lui, en playoff, dans les moments chauds et tout. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un joueur un peu plus d'expérience quand même dans le roster, qui est déjà allé au titre. Champion NBA, quoi. Ah oui, ça joue quand même un petit Bien peu. sûr, Ça joue un petit peu. On descend dans le roster petit à petit. On arrive dans ceux qui jouent de moins en moins. Jalen Williams. Charlie Lee, combien tu l'as mis à ce cher Jalen qui est nommé dans la catégorie coéquipier de l'année? Est-ce qu'on doit juger le Jalen qui joue un match NBA normal, en mode compétitif avec l'effectif au complet, ou celui qui joue des équipes pourries avec tes stars au repos, dans des blowouts et qui se fait plaisir avec du triple-double, des alley-oops contre la planche? Non, moi je mets 11 sur 20 pour Jalen. Voilà, Dur. je suis dur parce qu'en fait, comme je le dis, il a été bon dans des matchs qui n'avaient pas grande importance, où on savait qu'on allait gagner. Et oui, d'ailleurs, c'est assez drôle. C'est le pivot avec le plus de triple-double cette saison, quand même. C'est quand même une stat assez folle. Donc vraiment, dans la légende de Jalen. T'as oublié qu'il y a un joueur là quand t'as dit ça? De quoi? T'as dit le pivot avec le plus de triple-double sur la saison, il y en a un qui a un triple-double de moyenne. Ouais, puis il y en a un autre du côté de Sacramento, il en a fait un ou deux aussi. Ouais, non, mais derrière Jokic, je veux dire, ça sert à rien de le dire. Ah, il y a Sabonis aussi, je crois que Sabonis, il en a fait plus. Bah oui. Sabonis, oui. Bah, les end-off, il connaît bien Sabonis aussi. Oui, c'est vrai. Mais je pense que Sengun en a peut-être fait, non? Pas tant que ça, Sengun, il en a pas tant fait. Par contre, la stat, c'est que Jalen a plus de triple-double que 99,5% des joueurs dans toute l'histoire NBA. Ouais. Ah bah, plus que Kawhi et tout ça. Hein. Ah ouais, bah ça c'est pas dur, j'ai envie de dire. Mais en fait, j'ai trop des flashs de Jalen où il rentre dans des gros matchs, je sais pas, contre Cleveland, contre les Nuggets, c'est juste tu peux pas le laisser sur le terrain parce que ben tu peux pas défendre un pick avec lui, tu peux pas protéger le cercle. Alors, il marque des tirs à 3 points de temps en temps et heureusement et il a quand même progressé, mais pour moi, tu peux pas le faire évoluer dans un rôle de backup pivot, surtout en playoff, quoi. Mais c'est sûr, c'est un super coéquipier et je pense qu'il compte dans l'effectif du Thunder.
Je suis pas d'accord. Ouais, pour le coup, même moi, tu vas me faire Mais moi, défendre je suis pas Jeline. d'accord. Ah ouais, Alors moi, je que suis pas Jeline, la vache. Mais Ah, moi, en je fait suis dur. en fait, moi, je relativise dans le sens où c'est ton 3e pivot, si tu es optimiste en plus, parce que tu peux jouer small ball, et que c'est ton 11e ou 12e joueur de rotation. Et en fait, je le trouve vraiment bien dans ce rôle-là, moi. Parce que du coup, quand tu as les gars qui sont pas là, bon, tu l'as dit, il est très bon parce que tu mets plein de choses en place autour de lui et Les tu peux gagner end-off. des matchs, en fait, des end-off. Et tu peux gagner des matchs en fait juste en faisant ça, ce qui est assez. C'est quand même un skill de faire ça, enfin, honnêtement. Ah, Et puis Sabonis après, ne fait pas des triples-doubles pour rien. Hein. non, voilà. Ensuite, il y a quand même deux choses. C'est que le tir cette année, il est quand même bien tombé dedans à l'extérieur. Il a quand même vraiment mis dedans. Et il y a des matchs, même des matchs compétitifs, où il arrive, il met 4 sur 4 à 3 points et en fait, il débloque pas mal de choses, il apporte comme ça. Donc, c'est pas sous-estimer quelques matchs qu'il a fait comme ça. Défensivement, en fait, ses limites, on les connaît, ce sera toujours les mêmes. Je pense que voilà, les progrès, ils seront relatifs, mais ça sera jamais un grand défenseur. Mais enfin, globalement, moi, j'ai du mal à attendre beaucoup plus de ce joueur-là et de ce profil-là et du rôle qu'il a dans le roster, c'est-à-dire 3e pivot, 12e joueur de la rotation. C'est quand même très bien et je trouve vraiment intéressant dans cet aspect-là. Très intéressant aussi, je pense, dans l'aspect équipe. Ça, encore une fois, il a l'air très, très important. Et puis, ouais, en fait, ce qui est bien aussi, quand Chet n'est pas là ou autre et quand Hartenstein n'est pas sur le terrain, tu peux éventuellement faire des choses que tu fais avec Hartenstein avec lui. Lui, il ira pas au cercle faire un push shot. Par contre, tous les end-off, les écrans, les machins, il peut faire ça. Et Chet ne peut pas le faire. Et donc, c'est pas inintéressant des fois de l'avoir en backup. T'as pas l'aspect défensif, t'as pas l'aspect au cercle. Par contre, eh ben, t'as ce end-off, t'as ces passes, t'as ces choses-là. Donc moi, je lui ai mis 14 parce que pour moi, il fait une bonne saison pour Jalen Williams en fait. Je m'attendais pas à ce qu'il perce la rotation, surtout avec Hartenstein, où on voyait peut-être même pas beaucoup le faire jouer. Il a été pertinent souvent quand il était sur le terrain. Bon, défensivement, oui, je suis d'accord. En playoffs, tu sais que ça va être compliqué. Mais globalement, bon. Il aurait pu même gagner des points s'il avait été plus présent. Il a loupé des matchs au début. Il aurait pu marquer des points à ce moment-là où il n'y avait pas de pivot, là, d'ailleurs. Non, mais après, en vrai, je comprends, mais juste, je me dis, enfin, oui, c'est sympa, on le fait jouer quand il y a des absents, etc. Mais à quoi bon, en fait? Parce que tu sais très bien que ça peut pas être viable et que tu vas te faire défoncer si c'est une autre équipe en face. Mais après, non, mais ok, ouais, je comprends. On le fait pas jouer que quand il y a des absents. Tu parlais Il a du joué fait contre que. Denver, hein? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Genre, le Ouais, match oui, face à. où il fait 3 sur 3, où il fait 3 sur 3 à Bah 3 ouais, points, mais ouais. le 3 sur Ouais. 3, il Oui, il y a faut ce le mettre match-là. encore. Oui, il y a ce match-là. Oui, il y a ce match-là. Et en plus, défensivement, au poste face à Jokic, j'ai pas le plus ridicule sur les 2 matchs face à Denver. Donc non, franchement, je vais pas défendre Jeline parce que vous connaissez très bien mon avis sur Jeline. Moi, je lui mets 12. Pour le coup, je vais pas être celui qui lui met la pire note. Pourquoi je lui mets que 12? Parce que la fin, quand même, depuis qu'il fait son triple-double là, face aux Blazers, là, il est à 54% à 3 points. Bon, ouais, effectivement, tous les joueurs sont très bons quand ils tournent à 54% à 3 points sur plus de Oui. 3 tentatives. Mais avant, je rejoins Charlet sur le fait que c'était pas ouf. Mais non, moi je trouve que Jalen, en dehors de l'année où il est titulaire, l'année où tu fais le play-in et où c'est un poste par défaut, je trouve que c'est l'année où il est le plus cohérent. Bon, défensivement, il aura toujours des limitations, mais je trouve qu'elles sont moins visibles cette année que ce qu'elles étaient l'an dernier. Aussi parce que tu as plus de joueurs capables à côté de lui, donc tu peux un peu plus le cacher défensivement. Et puis en attaque, là, je trouve qu'on l'utilise beaucoup plus sur sa capacité de playmaking. À 3 points, il a retrouvé un petit peu de tir aussi. Enfin, moi, je trouve qu'il n'a pas explosé les attentes, mais c'est une saison honnête de Jeline, qui non seulement d'être un coéquipier modèle et d'aider pour les montages TikTok chez Gideus Alexander, est un joueur tout à fait honorable pour ce qui est effectivement un 3e pivot. En fait, je le mets bas aussi parce que le voir sur le terrain, ça me chafouine, genre. Justement, le voir sur le terrain dans Moi, ça des, sera dans, peut-être en dans playoff des où je gros serai pas matchs, serein. Ça dépend des matchs. Regarde le match à Sacramento, là, que tu vas gagner à Sacramento. Valanciunas, il te le lock alors qu'il est tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, Il- je suis peut-être un peu dur, mais bon, après, c'est Jeline, quoi. Il y a aussi le fait qu'il y a eu trop de moments où il rentre et tu te prends un run parce qu'il est sur le terrain, quoi. Ah, ça oui, ça d'accord. Mais en fonction des match-ups, il y a des match-ups où il est injouable. Il y a des match-ups où, que ce soit aller peut-être face aux Clippers ou face aux Nuggets, il y a moyen que tu l'envoies. Ouais, Boston, tu le fais pas jouer, ça on le sait Ah déjà. bah Boston, oui. Ah, Boston, Boston, par pitié. Non, non, même mais les Lakers. Hein. Non, mais il y a des matchs où ouais, il est pas inintéressant. Je trouve ça bien d'avoir un joueur comme ça, moi,
au fond de l'effectif quand même. Mm. Qui a besoin de rappeler aussi aux joueurs qu'il faut gagner de l'argent et d'aller essayer de gagner le In-Season Tournament aussi. Ouais, La voilà. NBA Cup, pardon. Pareil, c'est pareil. Bon, le prochain, c'est AJ Mitchell. Bon, on va pas avoir énormément de choses à Kenrich? dire parce que... Non, dans les minutes par match, il Ah est dans ouais? Kenrich, Ok. ouais. Je sais pas si on aura grand chose à dire parce qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. Là, il est revenu d'un dernier match, mais bon, je suis pas sûr qu'on le revoie en playoff et que là, c'était vraiment de la reprise. C'est dommage parce que moi, sur le moment où il joue, il arrive à percer la rotation et d'ailleurs jusqu'à janvier, c'est un des meilleurs role-players parce que les autres mettent rien et lui, il arrive à créer des choses et c'est pour ça qu'on en avait parlé en très bien, que j'ai fait une vidéo, etc. Et depuis d'ailleurs que j'ai sorti la vidéo, il n'a pas joué. Concrètement, le karma est arrivé. Le karma est arrivé. C'est dommage parce que voilà, il avait percé la rotation, il avait des bonnes choses, il avait un profil de vrai meneur de jeu qui était intéressant en sortie de banc et qui n'a pas d'autre. Et le problème, c'est que là, le timing de sa blessure, en présumant le fait qu'il va pas jouer en playoff parce que ça me paraît compliqué, c'est peut-être assez compromettant pour sa carrière au global, en fait, à OKC, j'entends. Parce que l'année prochaine, tu sais pas quel moment dans le roster il y a, mais tu auras des retours Topic, machin, enfin voilà. Il va falloir qu'il regagne sa place dans la rotation qu'il avait fait. En fait, le timing pour lui est vraiment pas ouf, et c'est assez dommage pour un joueur qui était assez intéressant et qui était une de seules satisfactions au début de saison, comme j'avais dit. Donc ouais, je lui mets 13 parce qu'en fait, on l'a vu qu'une demi-saison, alors qu'il aurait pu avoir 17, je pense, s'il continuait toute la saison comme ça. Donc ouais, et pour le coup, ouais, je m'interroge vraiment sur la suite pour lui, et c'est vraiment dommage. On appelle ça faire une Ousmane Dieng, se blesser au pire moment possible dans ta Ouais, saison rookie. enfin, AJ Mitchell, meilleur qu'Ousmane Dieng quand même sur ses débuts. Mais je parle pas de niveau, je parle de mauvais timing dans ta saison Ok, rookie. ok. Moi, je lui mets 13. De toute façon, on l'a vu que 14 matchs supplémentaires avant de se blesser. Je compte pas les 2 derniers. Donc, très honnêtement, si vous voulez avoir mon avis sur la saison d'AJ Mitchell, en dehors de fait qu'effectivement, il se blesse au mauvais moment et qu'avec l'arrivée de Topic, ça va quand même être compliqué de gratter du temps de jeu dans la rotation l'an prochain, sans même parler d'un éventuel futur drafté pour la draft 2025. Donc, si vous voulez réécouter ce que j'ai dit sur AJ Mitchell, Oui. vous allez écouter ce qu'on a dit dans le premier épisode notation. Parce que globalement, il n'a pas beaucoup plus joué. Donc, je donne 13, la même note que ce que j'avais mis dans le premier épisode. Et pour un avis plus détaillé, vous allez écouter l'épisode qu'on avait fait au mois de décembre. Ouais, bah, je mets la même note, il y a pas grand-chose à rajouter. Juste, ben, c'est sûr que c'est vraiment un mauvais timing, surtout que ben, le Thunder avait très bien commencé la saison quand il était là, mais bon, ça a très bien déroulé derrière, donc tu pas trop de raison de forcer pour le faire rentrer dans la rotation, là, sur les playoffs ou quoi que ce soit. Donc, à voir l'année prochaine si peut-être qu'il va encore nous surprendre et qu'il va encore réussir à faire son trou, hein. Franchement, c'est possible. En tout début de saison, on s'attendait même pas à le noter là maintenant. Donc, peut-être qu'il va encore nous surprendre. À voir. On verra. On verra si. Ouais, j'ai trop peur qu'il ait jamais de temps de jeu en fait. Topic, il arrive à grands pas. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. Pas un grand coup plutôt, mais. Kenrich Williams, du coup, un joueur qu'on a un peu plus vu. Le vieux père. Et j'ai envie de commencer parce que j'ai envie de dire, on l'a quand même. J'ai l'impression il fait un peu plus jeune cette année que l'année dernière ou il y a 2 ans là. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Je trouve qu'il a fait une bonne saison, utilisée par parcimonie avec des notes, mais toujours bien utilisé, toujours impactant quand il rentre sur le terrain. Vraiment intéressant parce que à droit de loin, lui aussi, et lui, je pense que ça a été plus régulier sur la saison pour le coup quand il a joué. Il a défensivement et avec sa taille et lui aussi un peu de vis quand même. Il apporte toujours un petit truc, du rebond, voilà, ces choses-là. Toujours très bon aussi sur la défense de zone parce qu'il sait se placer, il sait bien jouer les cuts, il sait très bien utiliser. Et puis il a mis des lancers francs cette année, incroyable. Sur la fin, il a saboté son pourcentage sur les derniers matchs. C'était vraiment bon. Non, mais Kenrich, je trouve qu'il c'est une option qu'il n'y a pas forcément dans le roster, un vrai ailier en fait que t'as pas des fois. Alors même si on utilise des fois en intérieur, c'est quand même un vrai ailier dans le profil et qui est pas inintéressant sur 15 minutes. À voir en playoff comme il utilisait l'année dernière, il avait peu joué en playoff, dans mes souvenirs, contre Dallas en tout cas. Oui. Donc à voir si cette année on l'utilise un peu plus, mais je trouve qu'il a un peu plus de jus que l'année dernière et je le trouve beaucoup plus pertinent globalement, donc je lui ai mis 15. Moi j'ai mis 13.
C'est une saison honnête de Kenrich. Après, il n'a pas dépassé les attentes parce que son temps de jeu est quand même assez disparate. J'ai envie de dire, c'est il y a vrai. un coup c'est 14, un coup c'est 6. Enfin, c'est un bon 10e joueur ou même 11e joueur dans les rotations de Mark Daigneault, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas. Tu vois, lui, pour le coup, je pense que tu parlais du fait que c'était un ailier, etc., etc. À partir du moment où ça devient un tout petit peu serré en playoff, c'est le premier qui saute dans la rotation. Je parle même pas de Jelin qui est un cas à part Oui. parce que présent de par les différentes absences ou on va dire présent en fonction des match-ups. Je pense que vraiment Kenrich peut tout le temps être dans la rotation, peu importe la match-up, et que lui, quand il faut tailler dans les minutes, je pense que c'est lui qui va être le premier joueur à en subir les effets. Donc moi, je lui mets 13 parce que je trouve que la saison est correcte. Effectivement, il paraissait plus jeune que ce qu'il a été l'an passé. Mais voilà, c'est pas non plus du Kenrich comme on a pu avoir il y a 2 ans où il était majestueux. Bah, moi, je suis entre vous deux. Je mets 14. Donc après sa blessure, il a quasiment joué tous les matchs, ce qui est quand même déjà très bien pour Kenrich. On avait quand même des appréhensions sur son retour et comment il allait revenir. Comme vous l'avez dit, il est quand même revenu en jambes et en pleine forme, ce qui déjà fait plaisir à voir. Et non, c'est une bonne saison de Kenrich. Il a été factor X sur quelques matchs. Il a mis les coups qu'il devait mettre. Comme tu l'as dit, c'est un peu. Il a des vices aussi. C'est un peu, entre guillemets, le mauvais garçon, moi, je trouve, quand même, de l'équipe. C'est le Oui. bagarreur. Voilà, le bagarreur. Et voilà, il a apporté et a été intéressant dans toutes les dispositions dans lesquelles Daigneault l'a positionné, que ce soit en small ball 5, en poste 4, à côté d'Artenstein ou de Chet. Donc, c'était intéressant. Et comme tu l'as dit, il a été honnête au tir, pardon, avec certes peu de tirs, mais quand même de l'adresse et des progrès au lancer franc. Quand même, il est à plus de 70%, alors qu'en carrière, il était à quoi, 50%, un truc comme ça. Donc, ce qui est quand même c'est à souligner en tout cas. Et, et je pense que ouais, dans l'effectif, c'est vraiment une figure importante. Il y a Daigneault qui en a parlé récemment, comme quoi c'était vraiment un fort caractère, un homme très important dans le vestiaire et un vrai leader. Donc je pense que c'est important de l'avoir en playoff, et qui joue ou qu'il ne joue pas finalement. Bah, c'est le plus vieux, hein, de toute façon, C'est le plus Oui. du vieux. roster. Donc C'est il a un le rôle, vieux, ouais, ouais. c'est sûr, assez et c'est un des plus anciens aussi, hein, dans la franchise. Sur la, Bah, c'est sur c'est la, le 3 sur la c'est le grande 3e. reconstruction du Thunder, Ouais. c'est vrai que Et c'est ouais, un hein. des plus. Je crois Donc, qu'il est dans le top 10 des matchs du plus grand nombre de matchs joués sous un maillot du Thunder. Hein. un gars qui était voué, soi-disant, C'est enfin, qu'on avait dit voué à être coupé et qu'il est encore là. Non, Il moi est encore j'avais dit. C'est peut-être ça, ouais. l'un des seuls trucs où Ouais. j'ai été clairvoyant. J'avais dit au Pels quand Heidi était absent, c'était il y a longtemps. Il était plutôt bon. Donc non, Mmh. bien. Ça peut être une belle histoire effectivement si jamais ça va au bout. Mais bon, on n'en est pas là. Après, on parlait aussi beaucoup de playoff Kenrich, mais maintenant, on l'attend pas vraiment, quoi. Bah, parce qu'il y a de meilleurs joueurs à côté. Quoi. Ah oui, c'est ça. Bon, on arrive aux 2 derniers. Oula. Le saint duo, Ah ouais. Ah, Ah ouais. ouais. Ousmane Dieng, qui veut se lancer? Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Franchement, 8. Moi aussi. moi aussi 8. 8. Il n'y a rien. Moi Il n'y a aussi. rien. Il y a Il n'y a rien. rien à dire, il n'y a rien à jouer, il n'y a rien à gratter. En fait, En plus, cette année, il s'est blessé. Bah oui, c'est ça. Vraiment, comme C'est chaque fois, oh, comme à chaque fois. c'est En fait, ouais, lamentable. mais quand il y a des opportunités, il fait 1 ou 2 matchs, tu dis: «Ah ouais, OK, pas trop mal» et après tu le revois plus ou alors il se blesse ou alors il y a un truc. il se pète l'an dernier. Ouais, je pense et après Ah, il est angélique, tout le Ah ouais? sur la j'ai pas fin. comme tu as 0 blessé l'an dernier, j'ai pas le Attends, fais souvenir voir. d'avoir vu des moments où je me disais: «Tiens, Ousmane Si, je Dieng crois que s'est justement, blessé». c'était le seul un petit peu blessé. On se disait, il y a Ousmane Dieng, mais bon, ça compte pas vraiment. Bon bref, bah, moi je lui mets 8. Il y a rien. Je suis désolé. Ouais. Je pense que ouais, Ah on va oui, ça l'année va faire dernière, il joue 33 matchs, en Bah, fait. ouais, il joue pas, hein. Ouais. parce qu'il y a pas de blessés, donc tu pas tant de moments où tu peux lui gratter des minutes aussi, mais il y a Mmh. peut-être eu des blessures, mais bref. Toujours est-il que, bah, ça va faire la poucou, quoi. C'est que soit il part là, durant l'intersaison parce qu'il faudra libérer des roster spots, soit il partira à la deadline à la trade deadline le mois de février prochain, mais Ousmane Dieng, je suis désolé, hein, il y a pas eu de progression il y a eu une progression infime entre son année rookie et sa 3e année, mais ça, c'est Défense. En Il est un peu défense, moins oui. perdu. Il est un peu moins perdu des fois, voilà. Après l'adresse, c'est sur un joueur qui joue aussi peu, c'est toujours, des vagues. Mais Je pense j'avais que mis son dedans. option a été prise, hein, là, pour l'année prochaine, hein. oui, mais tu il peut être tradé, c'est Il pour peut être ça. tradé, oui, oui, mais il sera Oui, pas oui, coupé, bah je oui. pense, par contre, hein.
Il a en plus 6 millions par an, si je me trompe pas, 6-7, c'est pas rien. 6.7 effectivement, mais tu peux, ouais, je sais pas, tu peux. Enfin, faudra libérer des roster spots à un moment aussi, donc. On va encore dire la même chose. Il avait en vrai, il y a un moment, il avait une place pour faire, peut-être pas cette année, mais il y avait une place à un moment pour faire son trou. Il y a personne dans son profil, on l'a dit 10 000 fois. Oui, mais, ça fait 3 ans qu'on dit ça. c'est il y a sur mais ça, longtemps, ouais. quoi. Il avait la place, mais est-ce qu'il l'aurait saisi même en jouant? Je sais pas. En vrai, Certainement. sa draft, dans un sens, elle est loupée, c'est sûr et certain. Mais je la comprends dans le profil, mais Ouais, le joueur n'a pas répondu aux attentes. C'est comme bah non, beaucoup, c'est c'est ça. pareil. Franchement, il Non, mérite pas ça. Beaucoup, il a On a montré. vu plus de choses de beaucoup, ouais, Il quand a même, vu en vrai. plus de on a choses eu, de on beaucoup. a eu plus Il y de a un- kata aussi de la part de beaucoup. Oh, C'est oui. Ousmane Dieng, c'est ce qu'on dit depuis 3 ans. C'est un joueur qui a complètement été dépassé par la timeline du Thunder qui lui a mis une vitesse absolument monumentale. Tu l'aurais mis au Hornets, peut-être qu'il serait un peu plus développé. Mais là, Peut-être. l'année où il arrive, il est Franchement, rookie. Tu joues, enfin, tu as une joue victoire de te play-in. qualifier pour les playoffs. Ouais. Ouais, c'est pas un Compliqué. joueur de rotation pour une équipe qui joue le titre ou qui ne le joue pas. Et puis, c'est simple, pour Dillon Jones, est-ce qu'on peut pas dire presque la même chose? Ah non, Dillon non, non. Jones, Parce que lui, il a mon Dillon âge. Jones, c'est pas un C'est vrai joueur qu'il de est plus basket vieux. NBA sur 20. C'est vrai qu'il est plus vieux. Non, Dillon Jones, je trouve que oui, il y a encore moins de choses pour l'instant. Il y a encore moins de choses pour l'instant. Ouais, t'as rien, le tir n'est pas là, le scoring n'est pas là. Oui, il y a un peu d'intensité défensive et de rebond, mais c'est pas un bon défenseur et c'est pas viable ce truc-là. Donc non, ouais, là pour l'instant, lui aussi c'est un loupé, hein. Vous vous rendez compte que Dillon Jones a le même âge que J-Dub. Oui, c'est ça, en plus il est vieux, quoi. Mais avec Dillon Jones a le même âge que J-Dub. Dillon Jones a 1 an Kayson Wallace, 2 c'est mois. plus jeune. Oui, bah ça, il y a plein de joueurs de l'effectif Ah du oui, Thunder qui mais sont plus jeunes que lui. Mais bien Dillon plus Jones jeune. a 1 an de moins que chez Gideus Alexander quand il est All-NBA First Team pour la première année. 1 an de moins. Ah ouais. Ah, bah, Ah moi, non. je lui mets 6, là. J'avais mis 6 avant, je lui remets Ouais, 6. Mais je le note même pas. C'est Moi, horrible. comme je te dis, c'est pas un joueur de basket NBA sur 20. Non, mais c'est un joueur Même pas gadget, quoi. noté. Même pas notable, quoi. Non, parce que gadget, tu peux faire des trucs. Là, pour l'instant, Ouais, c'est vrai que tu peux pas faire grand-chose avec Dillon Jones. non, Il est même pas un peu marrant, quoi. un joueur gadget, c'est un gars que tu mets, qui a un profil atypique, mais qui est drôle, tu vois, ou qui tu peux faire un truc. Lui, il y Mais a il a rien. un profil atypique en soi. Enfin, il aime pas Non, trop. il est creux. Qui c'est qu'on avait avant qu'on disait ça? Je sais Homo plus. Rui. Homo Rui. Bah, il devrait avoir ce profil-là, en fait, mais il l'a C'est pas du tout. un Homo Rui de Wish, quoi. Ah Déjà, ouais, Homo ouais, Rui. c'est pour dire. C'est pour dire. Oh, Lindy Waters était gadget. Ouais. Ouais. Le shooter. Ah, 6. Il rentre que pour les fins de possession et tout. Lui, Ouais, non, mais Dillon Jones aussi, quand il va falloir libérer des roster spots cet été, il y a moyen que. Ouh là là là. alors que c'est un premier tour, hein. Donc, Oui. Alors que. Ouais. Argent garanti. bon, bref, on arrive voilà, à la fin. C'était la dernière. On finit pas sur une note très positive avec Ousmane Dieng et Dillon Jones. Constant, est-ce que C'est tu veux qu'il faire le fallait tour pas des hot commencer. takes du coup, quand même? Ouais, rapide, Juste- rapide. Hot tech collective. On va commencer par toi, Pierre, puisque tu as fait. Je crois que tu as fait 0 sur 2. OKC top 10 en termes de lancer franc tenté. Wow. Celle-là, extraordinaire. Celle-là, Ouais, extraordinaire. mais Bah, du les coup, arbitres aussi. ouais, c'est Les arbitres. la faute la faute des arbitres, effectivement. C'est la faute des arbitres. Arteshted a plus de 5 passes décisives par match. Je crois que c'est pas rempli. Non, mais ça, j'étais Non. pas loin et je l'avais mis peut-être deuxième passeur. Et ça, Oui, bon. t'avais dit deuxième passeur, Ouais. mais ça rejoint la hot take de Tom qui c'est Tom avait mis 2 hot takes. C'était J-Dub fait plus de passes décisives que chez. Non, raté. Et Kayson Wallace fait x2 en assist, loupé, il passe de 1.5 à 2.5, il me semble. Donc Dommage. c'est raté. C'était pas si loin. Il était pas très loin. Après, il s'était pas foulé sur la collective. Il avait dit OKC meilleure défense. Bon. Ah, pour le Bon. coup, bon là, ça va. Ça va. Charlet, tu avais dit 2 joueurs all defensive. Bon, en attente de confirmation, mais il y a de fortes chances possible. que Lou Dort, J-Dub le seront. Et moi, que les votants, ils te casent un Shai Alexander dans le tas. Ah, par contre, l'individuel, J-Dub qui met 45 points en Shai Alexander. Ah oui. Raté. Celle-là, elle était Putain. improbable. Celle-là, si elle passait, elle aurait été folle. Ce qui Elle aurait été correspond folle. à ma hot tech individuelle, puisque j'avais dit que c'était l'année des 50 points. Ouais. Eh ben, c'était l'année des 50 points. Il y a eu 4 matchs à 50 points au plus. Et ma hot tech collective, c'était 18.7 de turnover pourcentage. OKC l'a tenu jusqu'au mois de janvier à peu près. Et puis, c'était plus tenable sur l'échelle d'une saison. Tu termines à 17.2. Tu es toujours la meilleure équipe NBA en termes
termes de provocation de turnover chez l'adversaire, mais c'était pas tenable. Après, j'ai envie de dire qu'il faut applaudir quand même Tom, qui a été le seul à pronostiquer les 60 wins quand nous, on était tous des pisse-froids. On disait, OK, si tapera pas les 68, je crois qu'après la blessure d'Hartenstein, pire que l'année dernière. Voilà, je crois même qu'après la blessure d'Hartenstein, j'avais dit, OK, si sera deuxième derrière Dallas. Bien vu, bien vu. Je crois Après, que c'est pronostiqué la plus de stat la 60 plus wins. impressionnante. Ouais, mais la stat la plus impressionnante pour moi de tous ceux qui sont sortis, c'est que ça fait 4 ans que OKC fait au moins plus 10 victoires chaque saison. Oui. C'est un truc Depuis de fou. la 22-23, effectivement, tu as fait C'est plus de ça. alors, sachant que l'année dernière, tu avais déjà gagné combien du coup 57. Oui. Enfin, bon, ça va peut-être s'arrêter maintenant. Parce que on se retrouve l'an prochain pour les 78. 78, oui. Voilà, la série va s'arrêter, mais cette stat est quand même folle quand on repense d'où on vient et tout. Bon, ça va. Et on a fait toute la reconstruction avec Pierre. On n'a pas tant souffert que ça. Il y a 2 ans où ça piquait un peu. Mais on rigolait bien, mais il y avait 2 ans. On rigolait plus même. C'était plus drôle. Ah bah, Zaya Roby. Et c'est des romans. Et on savait qu'il fallait croire en Ty Jerome. On le savait. Ah, ça, par contre, oui. C'est vrai. Ty Jerome. J'ai eu raison 2 ans et demi après, mais j'ai eu raison sur le cas Ty Jerome. Fallait être patient. Pareil pour Darius Bazley, quoi. C'est fou. Ah non, c'est Darius Bazley, non, par contre. Faudrait qu'on fasse là, l'espèce, je sais pas, là, si t'es champion à la fin de l'année. Bon, on ne sera pas champion. Mais faudrait faire espèce d'hommage à tous ces mecs de l'ombre là. J'ai écouté des trucs, on disait des trucs sur des profils. C'était hilarant. Comme quoi, t'es désespéré quand t'es fan d'une équipe en reconstruction. C'est vrai. Ça n'a pas duré trop longtemps, nous, en plus, ça va. Ouais, et puis t'avais chez Gideus Alexander, donc t'avais moyen de. Enfin, la reconstruction était moins pénible quand tu savais que t'avais chez. C'est sûr. Bon, messieurs, après ces petites digressions, il est temps de conclure. C'était très intéressant de revenir sur tout ça. On se retrouve de coup très vite pour la preview du premier tour des playoffs, bien entendu. On attend notre adversaire avec impatience. On attend de voir qui ça sera. Alors, d'ici là, ça peut-être Memphis. D'ici là, suivez-nous partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, Twitch aussi, quand on reprendra les lives. Et là, on est de plus en plus nombreux. Et ça va être la période la plus intéressante à suivre, bien entendu. On va essayer de débriefer au maximum tous ces matchs de playoffs, toutes ces séries. On va essayer de faire ça au mieux possible. Et puis, profitez, soyez en forme pour dimanche. Et puis, d'ici là, à bientôt. Salut tout le monde. Salut! À la prochaine!